Donc bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Serge Montango, je suis le président de l'association Autisme Aide 35 à Rennes. Je suis papa de 2 garçons porteurs de TSA. Je ne suis pas directement concerné par le syndrome Asperger puisque mes garçons n'ont pas ce syndrome. Mais donc nous voulons ce soir un peu parler de ce syndrome qui est connu et mal connu en même temps, est connu par des gens qui sont proches de ces personnes, soit du point de vue de la famille ou professionnellement. Il y a des a priori, donc nous voulions essayer un peu d'effacer ces a priori en passant et en laissant la parole à ces personnes porteuses du syndrome Asperger, qui est donc de la famille des troubles autistiques en général, ce qu'on appelle les TSA. Donc si on peut comparer l'autisme et l'Asperger, le syndrome Asperger, si on prend un vélo tout simplement, avec 2 roues, ça peut être assimilé à l'autisme, et puis le tandem. Le tandem qui est un vélo aussi, mais ce n'est pas le même vélo. On retrouve les symptômes principalement sur ces 2 catégories, avec des différences quand même assez nettes dans certains domaines. Donc je vais laisser la parole à Magali, qui va présenter les personnes avec qui elle est venue. Et je vous souhaite une bonne soirée. Un petit rappel, nous avions laissé à l'entrée des livres qui ont été écrits par des personnes porteurs de TSA, dont Sandrine qui est au bout de la table, et puis d'autres personnes également porteurs de troubles autistiques, non-verbaux, mais qui avaient la capacité d'écrire des choses intéressantes sur leur parcours. Donc voilà, je ne sais plus combien il y a de personnes qui interviennent dedans. Voilà, 21 auteurs dans ce livre, donc c'est une compilation du spectre autistique qui est rassemblé dans ce bouquin. Donc la vente de ces livres, cela, c'est uniquement pour l'auteur. L'association ne prend pas de commission sur cette vente de livres. Donc si vous pouvez faire un petit geste pour ces auteurs qui ont travaillé dur pour réaliser ce livre. Donc je laisse la parole à Magali. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être là et merci d'être aussi nombreux. C'est toujours très agréable pour nous d'avoir un public aussi fourni et puis de pouvoir informer le plus de gens possible sur le syndrome. Je voulais juste commencer par quelques petites précisions pour être sûr qu'on s'entend tous sur la notion d'autisme, ce que c'est aujourd'hui, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi malheureusement. Donc juste pour rappeler que l'autisme aujourd'hui, ce qui est appelé plutôt trouble du spectre autistique, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est présent dès la naissance. C'est pas une maladie mentale, c'est pas une pathologie mentale, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent. C'est un handicap et c'est reconnu comme tel en France depuis une loi de 1996. Donc, autre petite précision, c'est pas une maladie mentale, c'est pas une psychose, contrairement à ce qu'on entend souvent aussi, et c'est absolument pas provoqué par les mamans, mais je pense que ça on y reviendra un petit peu. Dernière précision, donc comme vous le savez peut-être, parce qu'il y a sans doute pas mal de familles ici, l'autisme, ça se caractérise par ce qu'on appelle la triade autistique, donc en gros des problèmes au niveau de la communication, des interactions sociales, et puis des comportements et intérêts restreints. Pour en terminer sur cette toute petite présentation, il faut savoir que les personnes autistes, elles sont toutes très différentes. C'est pas parce qu'elles se placent dans cette triade qu'elles sont toutes les mêmes, hein. On n'est pas tous Feynman. Contrairement à ce que certaines personnes pensent quelquefois, vous allez pouvoir constater ce soir qu'on a tous des personnalités, des intérêts, des projets de vie tout à fait différents. C'est, je pense, l'un des intérêts de cette conférence. Donc je vous présente rapidement mes petits camarades. Donc au bout, vous avez Sandrine. Ensuite, vous avez Julie, Raven et puis moi-même, Magali. Donc je vais laisser la parole pour commencer à Sandrine. Je vais essayer de parler distinctement parce que j'ai une toute petite voix et j'ai vraiment pas l'habitude de parler au public. Donc je vais essayer d'être le plus audible possible et de parler pas trop vite parce que c'est une de mes difficultés principales. Donc alors, déjà, je m'appelle Sandrine, j'ai 41 ans, je suis paxée, j'ai 4 enfants. J'ai été mariée et j'ai divorcé, donc je me suis paxée depuis. 4 enfants de 17 ans à 18 mois.
Là, je suis actuellement en congé parental et je vais me réorienter complètement professionnellement en fonction du syndrome d'Asperger. Alors, en premier lieu, je vais vous parler un petit peu de mon parcours diagnostique depuis l'adolescence, parce que c'est là où les traits se sont le plus révélés jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à mon diagnostic officiel de syndrome d'Asperger. Parce qu'avant, j'ai eu évidemment des diagnostics de troubles anxieux généralisés, phobie sociale, etc. Donc je vais y revenir. Et puis, ensuite, je vais aborder rapidement le SA dans mon quotidien. Comment il s'exprime alors dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle quand je travaille, et dans la sphère relationnelle en général. Comment ça s'exprime chez moi qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'un handicap quand on parle de syndrome d'Asperger? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que peut-être c'est pas si grave que ça se voit pas, donc à la limite de quoi on se plaint. Et là j'aimerais juste vous dire dans ma vie ce qui se passe par rapport à ça. Ensuite, rapidement si j'ai le temps, je vais essayer d'exprimer pourquoi aujourd'hui encore on ne peut pas expliquer aux gens qu'on est Asperger si facilement que ça. Parce que en général on se tait une fois qu'on est diagnostiqué. Tout content au départ, on a envie de le crier partout, puis au bout d'un moment, on comprend qu'on ne peut pas en parler parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Et les gens se font énormément d'idées reçues, et ils n'ont pas forcément envie de recevoir une autre information que celle qu'ils ont eue. Donc il faut être ou très patient, ou alors se dire c'est pas grave, on passera par d'autres biais pour les informer, comme cette conférence, ou des livres, ou des choses comme ça, d'autres projets. Voilà, donc ça ce sera à peu près ce que je vais aborder. Donc je vais commencer par la première partie, je ne sais pas si je peux baisser le micro. Voilà, la première partie, mon parcours diagnostique. J'ai pas pris mon portable pour sauver là. Parce qu'on a un temps de parole, donc je ne peux pas le passer. Merci. J'ai déjà commencé, je vais surveiller. Voilà. Alors, en premier lieu, mon parcours diagnostique. Alors, je vais passer rapidement sur l'enfance et l'adolescence parce qu'il y a des choses qui étaient déjà visibles, mais bon, ça passait pour une très très grande timidité, un enfant très très timide qui ne parlait pas, qui n'ouvrait pas la bouche quand il y avait plus de 2 personnes autour d'elle, ce qui est toujours le cas, mais aujourd'hui ça fait mieux. Bon, à l'époque, on disait elle est très timide, elle est un peu empotée, en groupe, voilà, c'est un peu le souci que j'avais. Attendez, je me suis perdue, ça va revenir. Donc voilà, l'enfance, il n'y a rien de spécial à dire. J'étais vraiment très timide, mais vraiment très très timide. Mal à l'aise avec le groupe, j'avais pas beaucoup d'intérêt pour les discussions globales. Voilà, on disait beaucoup pourquoi tu n'ouvres pas la bouche, on t'entend pas. Moi, j'avais pas du tout l'impression d'être timide, j'avais juste l'impression que ça ne m'intéressait pas de participer. Et par contre, si le sujet m'intéressait, oui, là, je pouvais ouvrir la bouche pendant des heures, mais si ça ne m'intéressait pas, je ne me sentais pas du tout d'ouvrir la bouche. Donc voilà. Et puis j'analysais surtout tout en permanence. J'étais sans arrêt en train d'analyser. J'avais un monde interne qui était un monde intérieur très très fourni, et je m'y réfugiais régulièrement quand je m'ennuyais ou quand les choses autour m'ennuyaient. Je sais que j'avais tendance à me réfugier dans ce que je fais toujours aujourd'hui, d'ailleurs dans certaines circonstances, réfugiée dans ma tête, quoi. Donc j'étais un peu dans ma bulle, cette bulle que de toute façon j'ai toujours eue, presque matérialisée autour de moi. Dès qu'il y a un groupe, j'ai une espèce de bulle qui se met en place, elle a toujours été là, c'est presque ma compagne de temps en temps parce qu'elle me permet de me ressourcer aussi, mais et elle est gênante quand il faut interagir, c'est-à-dire au travail, etc. Voilà. Pour l'enfance, c'était déjà là. L'adolescence, bon, ça a été plus compliqué, je vais passer rapidement pour essayer d'en venir après au parcours diagnostic réel. L'adolescence, j'ai eu une adolescence très difficile, mais c'est aussi lié à mon histoire, parce que chacun a son histoire. Et forcément, on peut être autiste et en plus avoir une histoire difficile, donc ça emmêle un peu tous les critères. Comme j'avais perdu ma mère très jeune, du coup j'ai été élevée plus par ma grande sœur. Et puis je me suis perdue un peu dans les apprentissages scolaires, que j'avais toujours été excellente élève sans fournir d'efforts, sans m'intéresser vraiment à l'école en plus, mais j'étais toujours très très bonne élève. Et ensuite, vers 15-16 ans, j'ai commencé à me sentir vraiment perdue par rapport à ce qu'on attendait de moi. Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. J'entendais beaucoup de choses, dire on ne comprend pas qui tu es, tu ne parles pas, voilà, parce que moi, j'avais pas l'impression de donner
cette impression-là. Moi, je voyais pas où était le problème de ne pas parler, voilà, de ne pas faire les choses avec les autres. Et puis ensuite, je suis... ça va venir. Voilà. Ensuite, au collège, ça s'est quand même relativement bien passé. C'était un petit collège, donc j'étais toujours très timide. C'est après au lycée que les choses se sont vraiment compliquées. J'ai plus voulu travailler. J'en ai fait vraiment qu'à ma tête. Et puis, je sentais bien que j'étais pas comme les autres. Et j'avais aucune envie d'obéir à ce qu'on me disait de faire. J'avais envie de faire que ce que je voulais faire. Et puis, je comprenais pas pourquoi tout le monde s'agitait autour en me disant ça va pas du tout. Enfin, moi, voilà, j'étais dans mon petit truc et je comprenais absolument pas toutes ces réactions autour de moi. Voilà. Je me suis marginalisée assez vite parce que finalement, le contexte familial n'était pas très très solide. J'ai fini par vraiment me marginaliser, partir de la maison, faire des fugues, des choses comme ça. Et je suivais des gens parce que j'avais tendance à suivre des gens avec qui je me sentais bien. Donc je suivais des gens, je ne voyais pas trop le problème. Et donc j'ai pris mon premier appartement à 18 ans parce que de toute façon je ne pouvais pas le prendre avant. J'ai eu les premiers. J'ai été au lycée donc jusqu'à 17 ans où là je me suis fait renvoyer du lycée parce que je venais plus en cours, je n'arrivais plus à aller en cours, je me sentais pas bien, c'était une période compliquée. Voilà, donc après il y a eu les périodes de stage, de recherche d'emploi, choses comme ça. Et vers 18-19 ans, j'ai commencé à ressentir des crises d'angoisse très très fortes. Déjà, j'aimais pas quand il y avait beaucoup de monde, je supportais pas la foule, etc. Mais alors là, c'était devenu vraiment problématique. Des grosses crises d'angoisse, des attaques de panique, des moments où j'arrivais plus à contrôler quoi que ce soit, trop d'images, trop de choses, trop de stimuli sensoriels. Et du coup, je faisais des grosses attaques de panique, mais je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Moi j'avais 19 ans, je ne savais pas du tout que c'était des attaques de panique. Déjà, je ne savais pas ce que c'était. Donc je pensais que j'avais un vrai problème, je ne savais pas ce que c'était. Et puis je suis allée voir un médecin en disant voilà, je suis très très angoissée, ça ne va pas, donc il m'a donné des anxiolytiques. Et par la suite, ça s'est pas vraiment arrangé. J'ai essayé de... J'étais dans un contexte où je buvais beaucoup d'alcool, etc. Et du coup, au moins quand je buvais de l'alcool ou qu'éventuellement je prenais des produits toxiques, des drogues, des choses comme ça, j'avais l'impression que ça allait mieux. Donc ça m'arrangeait énormément parce que j'en ai usé et abusé. C'est de ça que je me suis servi pour essayer de fonctionner normalement. L'impression que ça allait vraiment mieux. Et finalement, c'était encore pire parce que je faisais vraiment de très très grosses crises d'angoisse. Et puis un jour, je ne pouvais plus sortir de chez moi tellement j'avais des crises d'angoisse, etc. Et un médecin est venu à la maison, il m'a retrouvée dans un coin de pièce en train de me balancer. Et j'étais complètement angoissée, je ne pouvais plus rien faire, ni manger, ni boire. Donc j'étais hospitalisée, voilà. Et là, hospitalisée, j'en ai profité pour prendre un peu pied, pour essayer de redormir un peu, de m'apaiser. Voilà, on m'a donné beaucoup de médicaments, ça c'est sûr. On m'a donné des antidépresseurs, on m'a donné des neuroleptiques, on m'a donné des anxiolytiques, de la Tarac, du Tranxène, on m'a vraiment donné beaucoup de médicaments. Et à chaque fois que j'avais quelque chose que je posais une question ou que j'étais pas bien, je me rajoutais. Donc du coup après, c'est vrai que j'étais bien au départ. Je suis restée quelques mois là-bas, j'ai pas beaucoup de souvenirs très précis de l'hospitalisation, si ce n'est que je me sentais enfin plus ou moins à l'abri de l'angoisse, à l'abri de tout ce qui me faisait peur, des autres. J'avais un petit rythme bien réglé, le matin, le petit déjeuner, le déjeuner, les sorties. Et en fin de compte, ça m'allait bien. Je pense que c'est un piège parce que quelque part, pour les personnes qui ont besoin de ce genre de rythme et de cadre, c'est un peu... on s'y fait très vite. Voilà, on n'a plus tellement envie de sortir. On se dit qu'à l'extérieur, il n'y a rien qui nous attend et on n'a plus envie de sortir. Bon bref, j'ai dû rester 1 an hospitalisée avec des sorties de temps en temps où je revenais de moi-même parce que j'étais vraiment pas bien. Entre le moment où j'ai été hospitalisée et le moment où j'ai quitté la psychiatrie, il y a dû y avoir au moins 2 ans parce que j'ai fait des hôpitaux de jour, etc. J'ai pas de souvenirs en plus, de très très bons souvenirs. Et donc j'avais à ce moment-là un diagnostic évidemment de troubles anxieux généralisés et de phobie sociale, ce qui est resté.
Donc je ne sais pas du tout, parce que j'ai jamais eu accès à mon dossier médical à ce moment-là. Mais je pense que c'est ça, enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que mon médecin m'avait dit après. Donc voilà, et puis ensuite, après cette mauvaise période-là, j'ai voulu changer complètement de vie, et j'ai voulu changer de vie complètement, et je me suis mariée. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée très jeune, j'avais 22 ans, et j'ai changé complètement j'avais envie de découvrir autre chose, en fait. Et parce que j'avais vraiment, je sais pas comment dire ça, j'avais pas de but, rien du tout, donc là j'avais vraiment envie de trouver un but dans ma vie. Donc je me suis mariée, j'ai eu très très vite mon premier enfant, donc mon grand, et là ça a été une grande découverte, c'est que, en fin de compte, moi qui détestais les enfants avant, je n'aimais pas du tout les enfants, j'avais peur des enfants, des petits, ça me terrorisait. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai vraiment découvert pourquoi j'étais là. J'ai découvert qu'il y avait des choses intéressantes à faire et que surtout j'étais pas le centre du monde. Donc je me suis décentrée, j'ai enfin pu avoir un but dans la vie. Donc mon premier enfant, voilà, ça a été une découverte. Ensuite, assez vite sont arrivés son frère et son autre frère. Donc j'ai eu mes 3 grands à ce moment-là, en 6 ans. Chacun a 2 ans d'intervalle. Et puis la vie s'est calmée toute seule avec toujours les mêmes difficultés. Difficultés d'angoisse à gérer, quand il y avait du monde, savoir quoi dire, savoir quoi faire. Mais moi je pensais que j'étais juste très très timide ou très très angoissée, et j'étais toujours fatiguée, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais j'étais toujours extrêmement épuisée. Et tout le monde me disait, mais dis donc, t'es fatiguée, tu pourrais faire un effort, voilà, c'est des choses que j'entendais, je pense que personne ne comprenait pourquoi j'étais souvent vraiment très fatiguée, quoi. Je vais essayer de retrouver, parce que je pense que je me suis perdue. Oui, parce que je suis perdue là aussi. Oui, alors du coup, voilà. Ensuite j'ai divorcé pour diverses raisons, notamment je pense que le syndrome d'Asperger y est pour beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et j'ai repris les études parce que j'avais pas mon bac. Du coup, j'avais été virée du lycée, donc j'avais pas mon bac. J'ai repris des études pour faire un DAE parce que je me sentais pas bien sans au moins un diplôme. Le DAE s'est bien passé, et puis ensuite j'ai repris des études en documentation. Et c'est là que les difficultés sont encore revenues, encore un peu plus fort. J'étais très contente d'être à la fac, j'étais vraiment ravie d'être à la fac, mais il y avait encore quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire que la première année, j'ai vraiment pris sur moi pour tenir le coup en cours, pour être en groupe, etc. Et la seconde année, j'ai senti que je perdais pied, j'arrivais plus à parler aux autres élèves, j'arrivais plus à parler aux profs, j'arrivais plus à venir en cours. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est tout le temps comme ça. Dès que je fais quelque chose, au bout d'un moment, j'ai plus la force de le faire, c'est trop fatigant, j'arrive pas à comprendre ce qu'on me dit. Donc il y avait vraiment quelque chose. À ce moment-là, par hasard, mes enfants ont été détectés au potentiel. Voilà, c'est un hasard par rapport à l'école, etc. Et de ce que j'en ai lu, je me suis dit, tiens, c'est curieux, il y a beaucoup de choses que je retrouve quand même de mon parcours et de ma sensibilité. Donc je suis allée faire un bilan pour le potentiel à l'époque, qui s'est avéré positif, et j'étais très très surprise, et je me suis dit, bon, ça peut répondre à une partie des questions que j'ai depuis le début de ma vie, quoi. Pourquoi je me sens extraterrestre, pourquoi je me sens si mal, voilà, avec les autres, pourquoi je ne comprends pas toujours voilà, ce qu'on me dit ou ce qu'il faut que je fasse. Bon. Et puis, alors j'ai commencé, à 34 ans, donc j'ai été détectée au potentiel, et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé en partie des réponses à ma question, et ça va déjà m'aider pour la suite, donc je peux repartir avec ça, tranquilliser. Mais en fait, pas du tout, je me suis rendu compte, j'ai rencontré beaucoup de gens au potentiel à ce moment-là, et je me suis rendu compte que malgré tout, avec les gens au potentiel aussi, il y avait quelque chose qui continuait à clocher. Ça n'allait pas beaucoup mieux, même si j'étais mieux, parce qu'avec eux je pouvais être plus moi-même et moins jouer la comédie, etc. C'était quand même encore un peu difficile. Donc pendant ce temps-là, j'avais retrouvé un emploi après, un emploi en CDI en plus. Et là,
là, de nouveau, j'ai encore eu des difficultés avec le groupe, avec la hiérarchie, avec le temps de travail, je ne tenais plus. Après 16 heures, je m'endormais et je ne pouvais plus rien faire de correct, je faisais zéro d'inattention. J'avais énormément de mal à manger avec mes collègues. Enfin, voilà, donc, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le syndrome d'Asperger, donc vers 36 ans. Et c'est avec une vidéo de Joseph Chovanec où il parlait de la comédie sociale, du grand cirque social, et je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Je me suis dit, c'est incroyable parce que c'est la première fois que je vois quelque chose qui me parle autant et qui me fait autant miroir par rapport à ce que j'ai pu vivre depuis le début. Et du coup, eh bien, en même temps que je me cassais la figure à mon travail, parce que j'y arrivais plus, que j'ai perdu mon travail, à force je me suis battue pour le garder, mais je l'ai perdu quand même. 15 jours après mon licenciement, j'ai eu un pré-diagnostic sur Paris avec une spécialiste dans les TED. Et elle m'a dit, mais madame, vous êtes Asperger. Alors moi, je venais juste pour lui parler de tout, etc. Elle m'a dit, vous êtes Asperger, et vous avez deux solutions. Ou vous continuez à vivre en vous battant contre ce que vous êtes, et puis vous y laissez toute votre énergie, c'est-à-dire vous n'avancerez pas, ou vous acceptez que vous êtes une personne avec autisme et vous changez votre vie pour en faire quelque chose de positif. Et ça a été une grande révélation, forcément. Donc là, j'ai compris, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié la question, j'ai compris que c'était ça. J'ai engagé un petit peu après les démarches auprès du CRA de Brest. Et puis, le bilan a été fait assez vite. Et puis il s'est avéré que c'était bien un syndrome d'Asperger avec un potentiel, voilà, une double peine, comme j'appelle ça. Et voilà, depuis, alors j'ai été pré-diagnostiquée à 37, diagnostiquée à 39, et depuis je me sens beaucoup mieux, même si dans ma vie j'avance pas forcément plus, mais je suis ravie d'avoir mes 4 enfants, de m'occuper d'eux, d'avoir mes petites habitudes, d'avoir mes sujets, mes intérêts, des choses mes passions. Et puis j'ai des projets, j'ai plein de projets. Et pour l'instant, là, je fais une pause, le temps de me remettre un peu de tout ça. Et voilà pour le parcours diagnostique. Quoi. Du coup, entre mes 20 ans où j'étais trouble anxieux et mes 39 ans où j'étais autiste, voilà, il y a eu 20 ans de pataugeage encore un peu difficile. Alors, je voulais vite fait, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas du tout quel temps il reste. Je voulais dire en quoi le syndrome d'Asperger est compliqué à vivre au quotidien. Ça, c'était important. Je ne sais pas du tout quelle heure j'ai commencé. 25 ? D'accord, je vais aller vite. Je vais aller vite parce que je me suis perdue. Voilà. Alors, dans la vie quotidienne, alors à la maison, dans la sphère personnelle, alors l'hyperacousie. L'hyperacousie, tous les bruits, maison, rue, public, magasin. Il y a un bon pendant à l'hyperacousie, c'est l'oreille absolue musicale en ce qui me concerne. Donc ça, c'est quand même très bien. C'est au niveau apprentissage de la musique, ça aide un peu, mais il faut toujours beaucoup travailler, mais ça n'empêche que c'est un... Mais en dehors de ça, c'est insupportable, c'est-à-dire que je suis vite fatiguée par le bruit. S'il y a plusieurs sources de bruit, j'arrive pas à suivre quelque chose le midi, etc. Donc voilà, c'est quand même très très... Alors on s'habitue, on met en place des stratégies, mais c'est pas hyper facile à vivre. L'hypervision dans les détails, hypervision, ça fait super-héros. La vision des détails, oui, c'est-à-dire que je peux être vite déstabilisée quand je regarde quelque chose ou quelqu'un par un détail de sa personne, c'est-à-dire son nez ou quelque chose d'un peu qui ressort. Pareil sur un bureau, quand je vais à un rendez-vous, je vais tout de suite voir quelque chose qu'il y a sur son bureau, son tableau, son machin. Je ne vais pas aller directement, je ne vois pas tout, je vois vraiment que le détail d'abord. Et après, je vois pas la personne, si elle me parle, je vais voir un morceau de sa cravate ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez gênant parce qu'on ne sait pas où poser son regard, on ne sait pas quoi faire. Voilà, c'est les détails. Tout comme à l'extérieur, ça a des bons côtés parce qu'on tombe sur des belles choses assez rapidement. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Je vois toujours des belles choses dehors. Quand je me promène, je vois toujours plein de belles choses. Donc, je trouve ça bien. Les stéréotypies, alors, enfant, adolescent, je ne me souvenais pas trop. Peut-être un petit peu de balancement adolescent quand je faisais mes crises d'angoisse. Ça a plus été les balancements, et là c'est de pire en pire, et les flappings, c'est-à-dire j'ai ma main, dès que j'ai un peu d'angoisse, ma main fait ça. Maintenant c'est les deux qui font ça, donc ça c'est mieux. Et avec l'âge, ça sort de pire, et puis au départ je contrôlais, j'étais beaucoup dans le contrôle, tout le début de ma vie j'étais dans le contrôle, et quand je voyais qu'il y avait quelque chose qui partait un peu bizarrement, ça se fait pas, ou je ne vais pas montrer. Maintenant je ne peux plus le contrôler comme je le faisais parce que je perdrais toute mon énergie à le faire.
Donc je le fais, ce qui fait que quand j'attends le bus, quand je suis dans n'importe quelle file d'attente, je me balance. Je me suis remarqué que ça, de toute façon, je ne peux pas contrôler maintenant. Mais c'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui me regardent un peu bizarrement. Alors j'ai un casque avec de la musique et ça passe un peu comme ça. Ça passe mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc ça, clapping, balancement et file d'attente. Je vais vite fait. Ensuite. Oui, alors dans la sphère. Pourquoi j'ai pas ça? Là, c'est pas possible. Donc voilà, oui, ça c'est à la maison. Bah oui, mais j'ai pas ma feuille. Bon, bah tant pis, je vais essayer de me souvenir de ce que j'avais écrit. À la maison aussi, alors il y a un côté, j'ai un côté à réaction infantile, donc ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles je vais avoir une réaction de petite fille assez rapidement. D'ailleurs, il y a des gens que ça agace beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ne prennent pas très au sérieux quand je parle, etc. Parce que j'ai une petite voix, j'ai facilement un comportement infantile. Et voilà, donc, ou alors je peux m'émerveiller pour un tout petit truc. Donc c'est sûr que ça n'aide pas à être prise très au sérieux. Voilà, et pourtant, je vis ma vie, je gère ma vie comme il faut. Hein. J'ai l'impression d'avoir plusieurs âges, c'est-à-dire d'être à la fois une petite fille et à la fois d'avoir une sagesse d'un vieillard. Quoi. Donc c'est un peu étrange comme chose, mais bon... Voilà, sinon, voilà, c'est ça, c'est là que je cherchais. Voilà. La fatigue permanente, l'hypersensibilité aux odeurs, ça va avec le reste. Toutes les odeurs, le bus, dans les bulles parfums dans le bus, tout ça c'est insupportable. Voilà, les écholalies, ça arrive quand je suis très angoissée, je répète des mots, je répète tout le temps les mêmes mots. La grosse fatigue permanente, surtout après les sorties ou les périodes de socialisation, il me faut au moins... beaucoup de récupération après avoir fait quoi que ce soit dehors, un rendez-vous. Alors quand on travaille, c'est encore pire, c'est pour ça que maintenant je ne travaillerai plus beaucoup plus que d'un mi-temps, parce que j'ai pas pu faire en temps plein, je tiens pas. Et voilà, difficulté à parler de mes émotions, oui, ça c'est un peu vrai, ça s'est arrangé avec les années, mais c'est vrai que je prends tout de loin, c'est-à-dire les émotions, et ça j'y reviendrai vite fait sur l'empathie, c'est pas moi je considère pas que j'ai pas d'empathie, je considère que mon empathie elle est très très différente dans la forme de l'empathie comme elle est perçue normalement, c'est-à-dire je vais pas la montrer mais je vais la ressentir. Par contre je vais mettre un masque neutre pour rien montrer, et c'est ça, j'ai toujours utilisé ça et je l'utilise toujours, et c'est pas pour autant que je ressens rien, mais voire même pire, mais voilà, l'empathie, les discussions à table. Les discussions à table en général, les discussions globales ne m'intéressent pas, j'ai du mal à me concentrer pour parler, pour discuter. Quand ça ne m'intéresse pas profondément, je le fais, mais ça me fatigue énormément. J'ai du mal à m'intéresser aux discussions de commérage, de pluie et de beau temps, ça je ne sais pas faire non plus, alors mes voisins je leur parle pas, donc c'est comme ça, je ne sais pas du tout ce qu'ils pensent, ça va, mais je ne peux pas m'intéresser aux discussions, je ne sais pas faire, je suis mal à l'aise. Je vais aller assez vite dans le professionnel, c'est la même chose, avec des problèmes de hiérarchie, parce que j'ai du mal à reconnaître quelqu'un dans sa fonction. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, si la personne a une fonction qu'on doit aduler, pour moi c'est pas la fonction, je ne vois que la personne avec ce qu'il a fait et ce qu'il a effectué, et du coup j'ai du mal à respecter une fonction plus qu'une personne. Le visage, j'ai du mal à comprendre les intentions. Alors je comprends très bien, je ressens très bien comment sont les personnes, si elles sont angoissées, si elles sont... Donc ça c'est très dur parce que j'ai même l'impression d'être une éponge. Par contre, les intentions, pas toujours. C'est-à-dire que surtout au travail, ça m'a souvent posé problème, si on me dit des choses pas claires, je vais rester et je ne vais pas comprendre ce qu'on me demande. Si on ne me donne pas des ordres clairs, si on me donne des ordres à moitié terminés, je vais pas savoir de quoi on parle, et du coup ça va m'angoisser, je vais passer en boucle, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire, qu'est-ce qu'il passe, etc. Donc ça c'est un peu compliqué. J'ai les pauses café, donc je ne faisais pas. Alors l'intention, voilà, donc voilà pour moi. C'était juste pour dire aussi que maintenant les gens qui ont le syndrome d'Asperger sont capables de se réunir, de faire des choses bien, de créer, d'inventer, tout ça, et c'est dommage qu'on les cantonne à des choses plutôt négatives d'habitude, quoi. Voilà, donc c'était juste pour ça. Je vous remercie, j'étais vraiment très
quoi ça sert. Donc j'ai 22 ans, je suis en couple depuis 4 ans et en ce moment je suis en train d'élaborer un projet de reprise d'études supérieures et je travaille en intérim en attendant. Voilà. Donc, le syndrome d'Asperger, c'est quoi? Quand on en parle, selon où on en entend parler, on peut entendre que c'est une maladie à soigner, on peut entendre que c'est une épidémie à combattre, avec des fois un vocabulaire très violent. Par exemple, j'étais à Paris la semaine dernière, j'ai vu une affiche dans le métro avec écrit « Vaincre l'autisme ». Je suis là, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est violent quand on est une personne concernée de voir quelqu'un en grand sur une affiche de métro avec écrit « Vaincre l'autisme ». Voilà. On entend aussi que c'est un handicap, une façon différente de fonctionner, un cerveau qui est connecté différemment. Après, voilà, toutes les réponses diffèrent. Je ne suis pas juge suprême, je ne peux pas décider de qui a raison et qui a tort, mais j'ai tendance à valoriser les opinions qui sont favorables à considérer la personne qui est autiste comme une personne avant tout, et aussi qui favorisent l'autonomisation. Donc le titre de la conférence, syndrome d'Asperger vu de l'intérieur, j'ai même pas mis mon chrono, je l'ai mis. Oui, donc le titre de la conférence, syndrome d'Asperger vu de l'intérieur, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que comme Sandrine l'a dit et comme Magali l'a dit, on est 4 personnes Asperger devant vous, mais vous auriez eu 4 autres personnes Asperger, vous auriez peut-être pas eu du tout la même conférence, parce que voilà, on vit tous notre vie et notre syndrome différemment, on a tous une vie différente, parce que comme vous, on voit notre monde qui se constitue et il se vit à travers 6 filtres, donc nos 5 sens, et ce que j'appelle, moi, pour simplifier, le filtre du cerveau à travers notre subjectivité, nos croyances, nos expériences, notre éducation, etc. Voilà. Et donc, moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, par exemple, je me suis souvent demandé comment ça se passe, comment le monde peut être perçu à travers les yeux d'un poisson, d'un chien, ou d'un homme, ou d'une femme, selon votre genre. Parce que voilà, c'est changer de perspective. Parce que moi, dans mon monde, la musique a des couleurs, les sons ont une transcription visuelle, et les paroles s'écrivent comme des sous-titres, en fait. Quand je parle, là, moi, je vois ce que je dis, en fait. Et du coup, ça, je m'en suis rendu compte en expliquant à une amie ce que c'était après mon diagnostic, en expliquant à une amie ce que c'était le syndrome d'Asperger, et je lui disais que quand un environnement très bruyant, pour moi, c'était compliqué, et ça devenait très vite fatigant, parce que la retranscription visuelle des sons, voilà, ça faisait que je me sentais vraiment enfermé, et que voilà, c'était vraiment très fatigant. C'est trop stimulant en fait. Et en fait, c'est là qu'elle m'a dit que ah bon, ça veut dire quoi la retranscription visuelle des sons, c'est quoi et tout. Donc je me suis rendu compte que c'était pas pareil pour tout le monde. Et du coup, je me suis dit, dis donc, mon monde finalement il est vraiment différent, parce que déjà, je m'étais déjà rendu compte que sans le filtre social que vous avez, j'espère qu'il y en a qui ne l'ont pas ici, mais que les neurotypiques ont en général, et qui est inné, le nôtre il est acquis, et du coup on voit vraiment le monde différemment. Quand on ne peut pas nier que les aspis voient le monde différemment, parce que moi quand j'étais de l'école primaire jusqu'au lycée, j'ai des carnets où j'écrivais, j'appelle ça ma phase petite anthropologue, parce que j'ai des carnets où j'écrivais mes théories sur la monarchie de la cour de récré en fait. J'écrivais qui était la reine, qui avait le pouvoir et qui machin, qui se faisait, et voilà. C'était vraiment comment ça fonctionne, comment est-ce que moi je m'intègre dans ce monde-là. Et donc voilà, je voulais parler de ça, moi, ce soir, de comment mon monde et ma perception du monde, parce que du coup c'est mon monde, ma perception, voilà, et fait que je m'intègre dans la société ou pas, et comment la perception des autres fait que je m'intègre dans la société ou pas, du coup, parce que bon, la société c'est tous ensemble. Donc je commence chronologiquement. Je commence par la famille, parce que ça s'est pas forcément toujours bien passé. Il y a eu des phrases comme si tu te fais enlever, on ne payera pas la rançon, quand tu te fais taper à l'école, tu l'as bien mérité, ou voilà. Mais ça c'est... Moi je me dis, pourquoi c'est comme ça? Je me suis dit que c'est mon interprétation personnelle, c'est de la subjectivité, encore une fois, parce que je suis pas à la place des autres.
Mais mon interprétation, c'est que très petit, ils m'ont emmené chez le médecin et on leur a dit que j'étais fantasque et que voilà, c'était dans ma personnalité, j'avais de l'imagination, donc il fallait laisser faire et puis ça s'arrangerait. Et je pense qu'ils ont senti que voilà, que j'allais pas forcément vers les autres, que je m'intégrais pas forcément, que voilà, qu'il y avait des difficultés à l'école, ou peut-être que les profs leur en ont parlé, je sais pas, enfin bref. Et c'était peut-être leur version du coup de pied au cul en fait. C'est un peu vulgaire, mais voilà. C'est la version de peut-être que si on le pousse un peu, ça changera. C'est juste qu'il est réservé, il est timide. Voilà. Mais pour moi, c'était ma version de mon enfance, c'est vraiment terrifiant parce qu'il y avait tout ce monde que je comprenais pas de la cour de récré, comment ça fonctionne, pourquoi j'ai pas le droit d'être ami avec les profs, pourquoi quand je passe mon temps de garderie avec la dame de la cantine, c'est vu comme, tout le monde se moque de moi, voilà. Et puis en face, j'avais, pour moi c'était un mur de vraiment, tu peux pas venir chercher des réponses ici parce que nous on veut te pousser justement vers ce monde qui est complètement terrifiant. Après, voilà, il y a différentes interprétations. Mais bref, tout ça, ça m'a poussé à partir quand j'avais 16 ans. Et finalement, je me suis retrouvé en foyer à la suite et je me dis que si ça s'était pas passé comme ça, je serais peut-être pas où j'en suis aujourd'hui parce que j'aurais pas cette autonomisation forcée en fait. Je serais peut-être pas aussi autonome que maintenant parce que voilà, je me suis retrouvé. Les circonstances ont fait que voilà. Et donc, quand j'ai été placé, je me suis retrouvé en EPSM, c'est la façon polie de dire, politiquement correcte de dire hôpital psychiatrique. Et voilà, alors, quand j'ai demandé mon dossier médical après, une fois sorti, et en fait, dedans, c'était après mon diagnostic, et dedans, j'ai pu retrouver tous les signes, je peux surligner les signes du syndrome d'Asperger et c'est limite la définition qu'il y a dans le DSM en fait, c'est vraiment voilà. Et je suis resté 9 mois là-bas et il a fallu que j'attende encore 2 ans et demi après pour être diagnostiqué. Donc voilà, c'est un peu, c'est tellement mal connu dans les milieux même médicaux que voilà, moi je me dis c'est quand même pas possible, j'ai passé 9 mois, c'était leur travail de trouver ce qui allait pas avec moi, ce qui faisait que ok, j'avais des bonnes notes à l'école, mais c'était le seul truc qui fonctionnait dans ma vie, donc voilà. Mais eux, comme c'était quand même dans un contexte de l'aide sociale à l'enfance où il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à l'école ou qui prennent des produits, moi j'allais à l'école, donc j'allais bien. Voilà, c'était un peu là. Tu arrives à l'école, donc on va pas s'occuper de toi tout de suite, quoi. Voilà, et donc ça montre bien, pour moi, ça montre bien que justement la perception qu'on a à travers nos sens de ne pas voir que la personne a des difficultés, ça ne veut pas du tout dire qu'elle n'en a pas, parce qu'on peut très bien croiser une personne sourde dans la rue, par exemple, et pas savoir qu'elle est sourde si on ne la voit pas signer. Donc c'est pas nier les difficultés parce qu'on n'est pas capable de les percevoir, je trouve ça un peu présomptueux. Personnellement, par rapport au syndrome d'Asperger, ma vision des choses, au début, j'ai eu très peur quand on a commencé à m'en parler. Parce que je me suis dit, oh là là, ça va m'enfermer dans une case, je vais jamais m'en sortir, c'est quelque chose qui est jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ma fin des temps, en tout cas. Et voilà. Mais après, plus je me suis renseigné, plus je me suis dit, mais en fait, j'y suis déjà dans cette case. Ça me correspond tellement que... Voilà, c'est déjà comme ça, pourquoi est-ce que je me bloque de me dire, au moins j'aurai une réponse, je ne serai pas en train de me demander, mais ça me correspond tellement, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et donc j'ai fini par me faire diagnostiquer, donc c'était il y a quasiment 2 ans. Et ça m'a ouvert une porte en fait, parce que je me suis dit, voilà, c'est ça maintenant, j'ai plus d'excuses pour... je recherche tout ce que ça veut dire, parce qu'on a tendance à faire ça quand même. Voilà, dès qu'on sait, c'est ça... On va aller lire tous les bouquins, regarder tout ce qu'il y a sur internet, voilà. Après il y a du bon et du mauvais partout, mais voilà. Et du coup oui, j'ai tout lu et il y avait tellement ce sens,
c'est l'expression cohérence biographique en fait, et moi je trouve que ça correspond tellement bien à ce qui se passe après le diagnostic, parce que tout d'un coup on revoit toute sa vie défiler et on se dit oh là là, c'est vrai qu'à ce moment-là j'aurais peut-être dû faire ça, mais du coup je comprends tellement mieux la réaction où quand on était en cours de primaire on n'a juste pas compris pourquoi le prof se moquait de nous, pourquoi tout le monde se moquait de nous, pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Et donc ce qui suivait le diagnostic, c'était est-ce que je demande la reconnaissance travailleur handicapé, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ma vie, quoi. Comment est-ce que j'intègre ça? Maintenant que je sais ce qui se passe dans ma vie privée, je peux l'intégrer. Comment est-ce que je me rends compte de mes limites, etc. Et ça, c'est toujours un travail. Se rendre compte de ses limites, c'est assez compliqué. Et je me suis dit, mais voilà, la reconnaissance, le mot handicapé, ça fait peur à beaucoup de gens, parce que le mot handicapé, on entend incapable. Et pour moi, ma vision du handicap, c'est pas que la personne n'est pas adaptée à la société, c'est justement la société qui n'est pas adaptée à la personne handicapée. Parce qu'une adaptation, c'est peut-être un exemple facile, mais une adaptation qui est faite pour les personnes qui sont en fauteuil, qui accèdent aux bâtiments publics ou aux transports en commun, ça sert pas qu'aux personnes en fauteuil, ça sert aux personnes, ça sert aux mamans qui ont des poussettes, ça sert aux personnes âgées qui ont des caddies pour aller au marché, ça sert dans les bâtiments historiques, ça sert aux parents qui n'ont pas envie de porter leurs enfants parce que les marches leur arrivent aux genoux et qu'ils n'ont pas envie de monter parce que voilà, ils ont fait tout le tour. Et voilà, ça sert à tellement de monde, et de dire que voilà, je trouve ça assez réducteur et assez facile en fait de dire c'est à toi de t'adapter, quoi. C'est à toi de te débrouiller pour l'éviter avec ton fauteuil et puis aller faire tes démarches. Voilà. Mais du coup, pourtant, moi je suis assez clair là-dessus, et j'ai tendance à dire c'est pas la faute de la personne handicapée si elle peut pas aller au musée ou si elle peut pas aller au cinéma ou machin, c'est juste que c'est pas adapté, c'est tout. Et pourtant avec ma RQTH maintenant que j'ai demandé, je me prends toujours dans la tête. Il y a pas longtemps j'ai vu une assistante sociale qui m'a dit pourquoi est-ce que vous essayez de reprendre des études supérieures, de toute manière ça sert à rien, vous avez la RQTH. Oui, mais non, pour les gens comme vous, ce qu'il faut, c'est des études courtes. Je trouve ça vraiment réducteur, parce que il y a écrit handicapé sur un papier quelque part, et du coup, tu n'as plus le droit d'avoir d'ambition. Et pourtant, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que quand je suis allé dans une certaine association qui concerne l'autisme aussi, il y a certaines personnes de ces associations qui m'ont dit non, mais ce qu'il te faut, c'est un BTS, un truc simple, un truc qui va vite, ou même un CAP, c'est bien. De toute manière, le travail, c'est juste pour travailler, c'est pas pour s'épanouir, quoi. Oui, d'accord. Enfin, personnellement, c'est pas la vision, c'est pas ce que je veux pour ma vie, de travailler juste pour travailler, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, vraiment réduire les gens à oui parce qu'il y a écrit handicapé, et c'est la propre perception de la personne de handicap, ça veut dire du coup elle peut rien faire, donc on va lui faire le ménage ou les petits trucs en intérim. Et donc au travail, parce que moi j'ai un CAP fleuriste, donc bon, ça ne me correspond pas vraiment, je l'ai fait parce que j'avais besoin de sous et qu'il y avait une formation qui s'ouvrait, mais voilà. Et aussi, quand j'étais petit, je voulais faire égyptologue, et quand je me suis rendu compte que je sortirais à 50 ans de l'école et que j'avais pas de travail, je voulais faire fleuriste après. Donc je me suis dit, je vais essayer, il y a une formation de fleuriste, voilà. Mais bon, c'est du commerce, donc ça ne me correspond pas du tout. Et je travaille chez un grossiste qui fait tous les bouquets que vous pouvez acheter à côté dans les grandes surfaces, à côté des rayons fruits et légumes. Je travaille dans un truc comme ça, donc c'est plein de machines, plein de bruit, je sais pas du jour au lendemain si je travaille, je sais pas à quelle heure je commence, j'arrive là-bas, je sais pas si je vais faire une journée de 10 heures ou si ça va durer 4h30. Et donc je travaille en intérim là-bas, et j'ai eu un entretien avec le patron à un moment qui m'a dit donc on vous amène en entretien parce qu'on a eu un comité d'entreprise récemment, et ils ont parlé de l'emploi des personnes handicapées dans les équipes permanentes, parce que du coup il y a beaucoup d'intérimaires pour les fêtes et tout ça, mais il y a une équipe permanente, et du coup on a pensé à vous parce que vous avez la RQTH, donc vous voulez vous proposer un CDI, voilà. Et en fait la personne, le patron déjà il m'a dit ni bonjour ni au revoir, voilà. Et en fait il y avait la responsable d'atelier avec moi
pendant l'entretien parce que je suis pas capable de parler par moi-même en fait. Donc elle répondait aux questions à ma place. Donc, je sais pas si vous êtes déjà trouvé dans un entretien comme ça où vous êtes assis en face du patron. Le patron pose des questions parce qu'on vous demande quand même si vous êtes d'accord pour un CDI. Donc voilà, c'est quand même à vous de répondre quoi. Et c'est une autre personne qui répond à votre place et une personne qui vous connaît mais pas du tout. Elle vous appelle le matin, elle fait une petite croix sur un papier et c'est tout ce qu'elle sait de vous quoi. Donc bon, voilà. Et il m'a clairement dit de toute manière qu'il me proposait ça uniquement parce que j'avais un petit papier qui disait que j'étais handicapé et que ça l'intéressait parce que justement il avait besoin de ce petit papier et que si je disais non, et ben, il trouverait quelqu'un d'autre avec un petit papier qui serait intéressé. Et que par contre, attention, hein, il me proposait un CDI, mais j'avais intérêt à fournir du bon travail quand même parce que bon, fallait pas exagérer quoi. Je suis là, ok, moi ça fait 6 mois que je travaille chez vous. Personne m'a dit que je travaillais mal déjà. Et vous avez aucune idée si je travaille bien ou pas en fait. Ce qui vous intéresse, c'est juste le petit papier, parce que comme ça, vous ne payez pas d'amende à la fin de l'année, quoi. Donc, c'est un peu... voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que voilà, lui, sa vision, c'est un petit papier, c'est un avantage fiscal, c'est quelqu'un qui m'intéresse parce que ça me permet de le payer moins cher, il fait le même boulot que tout le monde, enfin, j'ai le droit d'exiger le même boulot que tout le monde, etc. Et ma vision des choses, moi, dans cette entreprise-là, j'y vais parce que j'ai besoin d'argent, hein, comme tout le monde. Voilà. Mais une des responsables d'atelier m'a dit à un moment que, en fait, dès que les nouveaux arrivaient, elle les envoyait vers moi parce que j'explique bien. D'accord ? Parce que moi, en plus, je lui ai demandé, je dis, mais pourquoi les nouveaux, ils viennent me voir moi ? Parce que bon, voir les nouveaux, c'est pas vraiment un truc qui m'enchante, quoi. Déjà, le boulot, c'est pas forcément un truc qui m'enchante, mais alors en plus, à chaque fois, former les nouveaux, c'est pas vraiment mon truc. On me dit, bah oui, mais tous les nouveaux qui viennent avec toi, ils nous disent, oh là là, il m'a tout bien expliqué et tout, c'était vraiment intéressant, et puis j'ai tout compris et tout, parce que bon, évidemment, moi j'ai le CAP fleuriste, mais je suis peut-être une personne, il y a peut-être 2% des gens qui viennent travailler là-bas pour un CAP fleuriste, donc demander de faire 50 bouquets à l'heure à quelqu'un qui n'a pas le CAP fleuriste, c'est un peu compliqué. Et en fait, moi je me suis rendu compte de pourquoi c'était comme ça quand je suis arrivé. Personne m'a rien expliqué. On m'a dit, tu vas sur la chaîne, tu fais ça, 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 et je me faisais engueuler tout le temps, parce que c'est un peu le principe, là-bas, ils ne savent pas communiquer autrement. Mais moi, j'ai besoin, en fait, de voir les étapes, de comment ça fonctionne, où je dois aller, machin, voilà. Enfin, tout ça, je fonctionne vraiment par étapes, et dans ma tête, tout se passe par étapes, même quand j'ai la composition d'un bouquet, dans ma tête, c'est ça, 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 je fais comme ça, je mets dans la housse, je mets sur la machine et tout, mais c'est vraiment détaillé en étapes dans ma tête, et quand quelqu'un arrive, bah, moi, je lui explique les étapes que j'ai comprises depuis que je suis arrivé, quoi. Donc, du coup, bah, forcément... comparé aux autres où on leur dit bah, on te met sur la table et puis tu travailles, c'est sûr que je l'expliquais mieux. Voilà. Mais du coup, voilà, le syndrome d'Asperger et la façon de voir le monde comme ça peut avoir des avantages parce que justement, du coup, apparemment, ça fait beaucoup de pédagogue. Mais voilà, ça a aussi beaucoup d'inconvénients, surtout quand on a voulu avoir la reconnaissance travailleur handicapé et pouvoir dire bah oui, parce que pour moi c'est un moyen d'expliquer à l'employeur voilà, je suis comme ça, si ça se trouve je vais pas forcément bien m'intégrer dans l'équipe, surtout au début, mais ça ne m'empêche pas de travailler, je suis pas stupide, j'ai pas besoin que quelqu'un réponde aux questions à ma place, je veux juste vous dire bah oui, je vais peut-être paraître un peu bizarre des fois parce que quand ça fait 10 heures que je travaille avec du bruit, avec des gens qui me parlent tout le temps, à me faire gueuler dessus toute la journée, bah, il y a des moments, oui, j'ai besoin de me balancer un peu, ou de sautiller un peu, ou de tordre mes mains dans tous les sens, voilà, c'est juste comme ça que je fonctionne. Voilà. Et donc finalement, oui, voilà, pour moi, finalement, le syndrome d'Asperger, c'est vraiment une façon différente de voir le monde, de voir les choses, et de fonctionner, du coup, parce que voilà, les informations ne font pas forcément le même chemin dans mon cerveau que dans le vôtre. Enfin, de toute manière, elles ne le font pas, puisqu'on a tous notre subjectivité, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes croyances, on ne vient pas du même endroit, on n'est pas de la même génération, enfin voilà. Et c'est pas forcément une façon meilleure ou moins bien, c'est juste une façon différente de penser. Et donc ça crée des difficultés parce que la société n'est pas forcément adaptée et n'a pas forcément envie de s'adapter. Mais je trouve que voilà, c'est à nous d'essayer de la faire changer, nous, tous autant que nous sommes, c'est-à-dire nous qui sommes en train de faire une conférence et on va sûrement avoir besoin d'une semaine pour récupérer après. Mais aussi vous qui êtes venus, vous qui allez en parler à vos proches, ou vous
qui est allé dire ah bah oui tiens la prochaine fois que je vois un tellement vrai à la télé qui parle de syndrome d'Asperger, je pourrais dire ah ouais non c'est un peu exagéré quand même comme voilà. Et donc s'il faut retenir une seule chose de ce que je dis, c'est que d'un bout à l'autre du spectre, si difficile que ce soit pour les personnes concernées ou pour l'entourage, parce que c'est fatigant, je dis pas que c'est tout rose hein, d'être aspi, voilà, il y a des moments où on a juste envie que ça s'arrête, on se met en boule sous la couette et puis voilà, on attend que le monde passe. Et ça doit être difficile aussi pour les personnes qui doivent nous supporter tous les jours, je pense. Je vois des haussements de sourcils d'une personne concernée dans la salle, donc voilà. Mais voilà, aussi difficile que ça soit, je trouve que les différences c'est à respecter et même à chérir des fois, parce que voilà, même si c'est pas forcément une différence aussi extrême que le syndrome d'Asperger ou l'autisme non-verbal, ou voilà, bah, tout le monde a des différences, enfin, personne n'est pareil et encore heureux, parce que sinon ce serait pas très intéressant. Et voilà, et surtout que les personnes concernées qui sont capables de parler ou de communiquer, même sans verbalisation, comme apparemment dans le livre de Sandrine, la différence ne donne pas moins de valeur à la parole. C'est pas juste « oh bah il est aspi, je m'en fous de ce qu'il dit », quoi. De toute manière, il peut pas comprendre. Bah, t'en sais rien déjà. Et voilà, c'est vraiment... surtout quand c'est des choses qui nous concernent, quand des associations essayent de faire des activités pour nous, juste écouter ce qu'on a à dire parce qu'on sait de quoi on parle en fait. C'est surtout ça. Bonsoir. Alors je me représente vite fait, donc Magali, j'ai 32 ans, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 30 ans, donc très tardivement, au CRA des Pays de Loire. Je suis en couple depuis 7 ans avec une personne neurotypique qui est bien courageux de me supporter. Et je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi qui est en fin de bilan diagnostic d'autisme. Et donc a priori, voilà, les dés sont jetés, elle est autiste comme sa maman. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Au niveau professionnel, Raven parlait tout à l'heure de pédagogie. Bah, je suis moi-même enseignante et formatrice, et c'est vrai que peut-être mon goût du détail, du perfectionnisme, bah, quelque part, ça sert dans ce milieu-là. Sinon, bah, j'ai repris moi aussi des études, parce que j'avais initialement un bac+5 en droit, mais qui ne me servait pas à grand-chose malheureusement. Et là, je me suis réinscrite en thèse et j'ai décidé de mettre à profit ce que je suis, ce que je sais être maintenant. Et ma thèse porte sur la question de l'autisme en droit. Voilà, donc... enfin, juste un dernier détail pour ceux qui aiment bien aller fouiller un peu sur Internet. J'ai un blog, alors c'est pas juste pour faire de la pub, mais c'est parce que je me raconte un peu plus là-dedans et je me dis que ça peut intéresser certaines personnes, voilà, ces descriptions. Donc c'est Wonder Aspi Woman sur Canal Blog. Je reviendrai très rapidement sur mon parcours avant le diag, pas en détail notamment parce que je pense qu'il y a des choses assez similaires pour chacun d'entre nous. Tout ce que je peux dire, c'est que moi j'ai perçu très tôt mon anormalité. J'ai vu très tôt que j'avais un regard différent sur le monde, et d'ailleurs j'avais des expressions quand j'étais petite. Souvent je faisais la réflexion, je disais mais maman, j'ai l'impression que je suis pas dans le bon siècle, ou je suis pas sur la bonne planète, il y a un truc quoi. Alors évidemment personne ne comprenait quand je disais ça. Voilà, moi-même je savais pas vraiment ce que j'exprimais par là, mais je savais que j'étais vraiment différente. À l'école, j'étais la très bonne élève, qui était qualifiée de timide, en gros. Hein. Je me posais beaucoup de questions, c'est-à-dire, ma mère était souvent, par exemple, va vers les autres, Magali, voyons. Je dis, ouais, mais maman, on fait comment? Je veux bien me faire des amis, mais quelque part, je sais pas comment faire, j'ai pas de mode d'emploi. Donc je cherchais activement à le faire, mais voilà, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. J'avais quelques manies. Par exemple, je faisais ça avec mes mains tout le temps. Bon, ma fille le fait aussi aujourd'hui d'ailleurs. Pourtant, elle ne m'a jamais vu le faire, mais c'est assez rigolo de le constater. Mais je me suis rendu compte très tôt que c'était un truc qu'il ne fallait pas faire.
C'est-à-dire, j'ai eu une réflexion d'une institut, je devais être en grande section de maternelle, après je ne l'ai plus jamais refait. Et c'est quelque part à partir de là que je me suis dit, je suis pas pareil, mais il va falloir que je fasse attention à lisser un petit peu les choses. Alors je me suis pas dit vraiment consciemment, hein, j'avais 5 ans, mais j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait des trucs qui se faisaient pas et au contraire des trucs qui devaient se faire. Et j'ai mis en place ce que j'appelle encore aujourd'hui mon masque social à partir de là, quoi. Où je lissais certains côtés de ma personnalité. Ben non, serrer les poings comme ça quand on est en public, ben ça se fait pas. Par contre, il y a d'autres codes à apprendre quand on veut communiquer. Donc tout ça, c'était pas naturel, ça s'apprend. Et quand vous êtes en permanence en situation d'apprentissage, ben, comme l'ont dit mes collègues, ben, c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant. Même quand on est tout petit, voilà, après une journée d'école, on est particulièrement fatigué. À l'adolescence, c'est là que ma différence elle m'a apparu encore plus flagrante. Alors là, j'avais carrément l'impression d'être un ovni, pour tout vous dire. Je comprenais absolument pas les codes sociaux des autres. Et c'est à ce moment-là que, du coup, je me suis renfermée dans mes intérêts restreints. C'était moins perceptible avant, dans l'enfance. Mais là, à l'adolescence, bah, en fait, je me suis vraiment réfugiée dans ma bulle et dans ces intérêts restreints. Et pour moi, c'est tout particulièrement la danse. À la fin de l'adolescence, je me suis dit, tiens, quand même, ça fait un moment que je vois que je suis pas pareil que les autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas une cause ? Alors là, j'ai commencé à lire, j'ai un peu dévalisé les bibliothèques de psychologie, j'ai lu tout et n'importe quoi. Sur les personnalités borderline, la bipolarité, enfin tout ce que vous voulez. Bon, à chaque fois, je me reconnaissais dans quelques petits trucs, mais pas intégralement, ça ne me satisfaisait pas plus que ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai fini par conclure ? Je me suis dit, peut-être que je suis juste bête. Parce qu'après tout, je ne sais pas y faire avec les autres, je ne sais pas y faire en situation sociale, je suis sans doute d'une grande timidité, je suis maladroite, donc si ça se trouve, je suis juste stupide. Et à partir de là, ma confiance en moi, elle en a pris un grand coup. Et je me qualifiais, alors c'est pas très poli, hein, s'il y a des mineurs ici, mais je me qualifiais de sous-merde. À partir de là, j'ai complètement perdu toute confiance en moi. Je croyais être juste complètement stupide. Alors que parallèlement, j'avais une scolarité, comme mes camarades, pareil, qui était très brillante, mention au bac, etc. Voilà. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, il va peut-être falloir que je consulte un psy, peut-être que lui pourra me donner des réponses. Les psys, j'en ai vu 7 avant que se décante. Alors juste pour vous raconter la première rencontre, parce que c'est assez rigolo comme truc, j'arrive au cabinet, je suis à peine majeure, je suis un peu tremblante, j'ai jamais vu de psy, c'est un peu impressionnant tout ça, j'ouvre la porte et je t'emmène à le buste de Sigmund. Voilà. Vous tombez nez à nez avec Freud en marbre comme ça fait une sacrée impression quand même. Et bon, ensuite, sur le contenu de la séance, je suis face à une psy qui est complètement mutique. Elle me dit, j'attends que vous parliez. Je dis, ouais. Oui, d'accord, madame, mais on parle de quoi? On parle de la pluie, du beau temps, surtout que je rappelle que moi, initier la conversation, etc., forcément, c'est pas ma spécialité. Et je suis tombée sur un certain nombre de psys comme ça, donc des sens très psychanalytiques. Alors, je dis pas que ça peut pas avoir certaines vertus, mais bon, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc j'ai eu un parcours psy assez chaotique, j'en ai eu qui étaient plus bavards que d'autres, mais globalement, aucun d'eux ne voyait ma souffrance. Alors peut-être que je la masquais aussi très bien, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même un gros manque de professionnalisme, parce que à la fin du premier rendez-vous, ils avaient une idée, ils se faisaient une idée sur moi, et cette idée après elle ne bougeait pas. Quelles que soient les choses que je pouvais ensuite apporter, dire, ça ne bougeait plus ensuite. Alors évidemment, on m'a dit, il y en a certains qui m'ont dit, dis donc, vous êtes vachement anxieuse. Je n'avais pas remarqué. Gentil. Une autre qui m'a dit, ah ouais, mais tout s'explique par votre perfectionnisme. Je dis, ouais, oui, je suis perfectionniste, mais enfin, je pense qu'il y a quand même autre chose. Voilà. Donc aucun psy, à aucun moment, n'a jamais évoqué un syndrome d'Asperger, un autisme ou quoi que ce soit d'autre. Toujours pour revenir sur le manque de conscience professionnelle, quand vous avez des psys qui vous posent une montre entre vous et lui et puis qui sont comme ça, voilà, toute la séance, voilà, vous n'avez pas forcément tout à fait confiance. Bon, pendant toutes ces années que je qualifierais d'errance diagnostique, forcément j'allais de moins en moins bien.
Alors même si je ne le montrais pas toujours à l'extérieur, il y a tout qui s'effondrait plus ou moins. Alors je continue à être une étudiante très brillante, des super notes, des mentions, etc. Mais à côté de ça, il y avait des trucs qui n'allaient pas du tout. Par exemple, mes tentatives d'insertion dans la vie professionnelle, c'était un échec total. Par exemple, des trucs aussi bêtes et méchants qu'un job d'été, j'y arrivais pas, parce que je ne savais pas ce qu'on attendait de moi. J'ai pris des jobs d'été comme ça en entreprise, mais je suis passée pour une incompétente totale. Les gens ne comprenaient pas, ils se disaient, je ne comprends pas, elle est en maîtrise, elle est en master, comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à faire un travail bête et méchant, hein. Des trucs tout bêtes comme répondre au téléphone, pour moi c'est une torture de répondre au téléphone. Je ne sais pas faire. Donc je ne comprenais pas pourquoi d'un côté je pouvais avoir des diplômes avec mention, pourquoi je pouvais apprendre une langue étrangère en 3 semaines, et pourquoi je ne pouvais pas passer un coup de fil, pourquoi à chaque fois que je devais aller à la boulangerie, il fallait que je répète mentalement la conversation que j'allais avoir, à chaque fois que je voulais prendre un transport vers un lieu nouveau, j'étais obligée de tout préparer en détail, minutieusement, et puis me faire mes petites notes. C'est quand même bizarre comme fonctionnement. Et pendant des années, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse jusqu'à l'âge de 30 ans, quand même. Et donc, j'ai fini par forcément m'effondrer émotionnellement. Surtout que j'ai eu pas mal de difficultés dans ma vie à un certain moment. Et toutes les spécificités autistiques plus ces difficultés ont fait que je me suis littéralement effondrée. Alors, le problème dans ces cas-là, quand vous n'avez pas le diagnostic, c'est la perception de l'entourage. Quand vous vous effondrez, que vous faites des crises, que soudain vous refusez toute communication, etc., comment les autres interprètent ça? Et notamment comment mon mari, à l'époque, pouvait interpréter ça. C'était très compliqué pour lui. Quelque part, à un moment donné, il s'est demandé, est-ce qu'elle le fait exprès? Est-ce que... ça a été très, très difficile entre nous à cause de ça. Donc l'absence de diagnostic, c'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué et qui peut mettre une relation en péril, que ce soit en couple ou avec l'entourage. Que dire d'autre? Les choses se sont encore empirées après la naissance de ma fille, alors non pas par la naissance de ma fille en elle-même, mais le fait que un bébé, ça pleure. La mienne pleurait énormément. Donc pleurs, c'est bruit. Moi aussi j'ai une hyperacousie, donc ça a été particulièrement compliqué. Donc en fait tous mes symptômes autistiques sont ressortis de plus belle une fois ma fille née, et c'est du coup à ce moment-là que je me suis mis à rechercher à nouveau ce qui allait pas chez moi. Je me suis dit là, il faut absolument que je trouve, et donc j'ai cherché partout. J'ai fini par trouver sur internet une description du syndrome d'Asperger, presque par hasard. Et là, ça m'a fait un coup de poignard dans le vide. Je me suis dit, oh la vache, c'est moi. Alors, ça ne correspondait pas tout à fait, parce que c'était un tout petit peu caricatural, mais quand même, l'essentiel y était. Donc, je me suis dit, toute contente, j'ai peut-être enfin trouvé, donc je vais en parler à ma psy du moment. Donc, je vais voir ma psy. Je dis, écoutez, j'ai trouvé une description, peut-être que je suis autiste, machin. La réponse est... Mais ça va pas la tête, mais vous n'êtes pas autiste, non mais vous déconnez. Voilà, ça a été ça la réaction. Et une autre de ces réactions qui a suivi, je l'ai déjà raconté à mes petits camarades à plusieurs reprises, c'est mais en fait vous êtes juste anxieuse, vous êtes juste perfectionniste, donc il faut vous détendre madame, allez donc faire du shopping. Et dans la suite, oui mais madame, alors vous me devez 47,50 €, hein. Bon je me rappelle, j'étais au chômage à ce moment-là en plus, hein, donc, bref, elle le savait en plus. Donc forcément ça vous refroidit un peu. En même temps je me suis dit, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance à cette personne? En plus ce que je lui raconte elle s'en fiche. Donc je suis allée voir aussi ma généraliste, je lui en ai parlé un petit peu. Ma généraliste forcément elle n'était pas formée, elle n'y connaît rien, donc elle m'a dit, écoutez, moi j'ai pas l'impression quand même, autiste, c'est des gens qui parlent pas, qui ont des stéréotypies, ils s'automutilent, c'est quand même pas ça chez vous. Et puis pareil, je me suis dit, après tout elle y connaît rien, donc j'ai continué à me documenter et j'ai fini par tomber sur un site internet où on parlait des centres ressources autisme. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris le téléphone, chose qui m'arrive très peu souvent. C'était super important. J'étais tremblante et tout, et je me suis dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des bilans, tout ça? Et c'est ça qui a pu lancer la discussion et qui a pu enfin lancer le processus diagnostique. Que dire d'autre? Les conséquences du diagnostic pour moi, ça a été un soulagement,
vraiment. C'est surtout pour moi un moyen de rebondir, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais perdu toute confiance en moi, je me qualifiais de sous-merde, etc. Aujourd'hui, je me dis, bah non, je ne suis pas quelqu'un d'inférieur, je ne suis pas débile, c'est juste que j'ai un fonctionnement particulier. Donc je ne suis pas plus bête que les autres, c'est juste que je suis différente. Et ça m'a aidé vraiment à reprendre confiance en moi. Ça a été essentiel. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que beaucoup de gens nous disent il ne faut pas forcément donner de diagnostic, parce qu'un diagnostic, c'est une étiquette, puis une étiquette, ça peut être préjudiciable, etc. Alors oui, c'est une étiquette, mais c'est aussi, je pense, beaucoup d'avantages derrière pour la personne et pour son entourage. J'ai entendu aussi un diagnostic, c'est se chercher des excuses pour pas avancer. J'ai entendu ça soi-disant ami. Je dis non, c'est pas moi de se chercher des excuses, c'est au contraire essayer de trouver comment on fonctionne pour mieux se comprendre, pour justement mieux avancer, donc peut-être dans une autre voie, puisque moi ça a passé notamment par une reconversion professionnelle. Donc pour résumer les choses, j'ai pas peur de le dire comme ça, moi le diagnostic il m'a littéralement sauvée. Si je n'avais pas eu mon diagnostic, j'aurais continué à m'enfoncer dans cette dépression, à être incomprise de tous, et notamment mon mari, et je ne serais plus là aujourd'hui. J'ai pas peur de le dire. Donc s'il y a des professionnels dans la salle, je suis désolée, je vais vous faire un petit peu la leçon, mais vraiment ne sous-estimez pas l'importance du diagnostic pour une personne. Ne vous dites pas, après tout, de toute façon il est adulte, qu'est-ce que ça peut faire, je lui dise qu'il est aspi ou pas aspi, mais si, c'est vachement important. Donc moi, voilà, sans ce diagnostic, je ne serais plus là, et en tout cas, au moins, je ne serais plus en couple. Alors, comment ce diagnostic a été reçu par l'entourage? Alors, là-dessus, j'ai été assez naïve, parce que je me suis dit, mes proches, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes amis les plus proches, ils vont être contents pour moi. Alors, donc, ils vont dire, chouette, elle est autiste, mais ils vont être contents au sens, enfin, elle est soulagée. Elle sait ce qu'elle est, elle sait où elle va, etc. Or, pas du tout. Ça a été du déni total pour la plupart. Alors, j'imagine très bien que ça puisse être difficile à intégrer, difficile à accepter, notamment pour des parents. Ça, je conçois tout à fait. Mais le problème que j'ai ressenti, c'est que souvent, les gens ne cherchent même pas à essayer de comprendre ou à écouter, c'est tout de suite le refus du diagnostic. Parce que souvent, ça ne correspond pas à l'image que ces personnes ont des autistes. Moi, par exemple, une réaction typique de mes parents qui sont toujours actuellement dans le déni le plus total, ça a été « écoute, tu viens de nous parler de ton diagnostic, mais l'autre fois, on a vu une émission sur France 2, France 3, je sais pas quoi, il y avait des autistes Asperger, ils te ressemblent pas, donc t'es pas autiste Asperger. » Oui, sauf qu'on est différents. Effectivement, il y en a qui aimaient la musique, il y en a qui étaient plus doués pour les maths. Moi, je suis une quiche en maths. Voilà, c'est comme ça. Je réponds pas aux clichés sur les Asperger. Mais on est tous extrêmement différents. C'est pas parce qu'on répond pas à Feynman, qu'on ressemble pas à des gens que vous voyez dans l'esprit criminel, hyper caricaturaux, qui sont là comme ça, qu'on n'est pas pourtant Asperger nous-mêmes. Donc c'est tout le problème qui a déjà été évoqué auparavant. Du handicap invisible, c'est qu'il y a plein de gens qui considèrent que si ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Moi, ce que je réponds à ces gens-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas, que ce soit des handicaps, que ce soit des maladies, c'est pas pour autant qu'on les nie. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait pour le syndrome d'Asperger? En tout cas, juste pour... je pense qu'il y a aussi pas mal de familles, vraiment... il faut que vous sachiez que nier le handicap de la personne ou ne pas la croire, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Moi, je le vis vraiment de manière très, très douloureuse. Donc, ce qu'on attend souvent de notre entourage, c'est pas forcément qu'il accepte d'emblée comme ça ce qu'on lui dit, mais qu'au moins il cherche à comprendre, qu'il essaie de s'informer un petit peu, qu'il pose des questions. Moi, les questions, personnellement, ça me dérange absolument pas. Enfin, pour terminer... je voulais juste parler un petit peu de ce que c'est d'être autiste et maman d'autiste. Alors, c'est pas toujours facile, évidemment, d'autant qu'une maman d'autiste, ce qu'on peut se demander, une autiste maman d'autiste, on peut se demander si elle n'est pas, aux yeux de la société, doublement coupable. Parce que déjà, les mamans d'autistes sont très culpabilisées aujourd'hui. Quand en plus on est autiste soi-même, je ne vous raconte pas ce que ça peut donner. J'ai eu une très mauvaise expérience il y a quelques jours de cela. Donc mes parents sont dans le déni total de mon diagnostic d'autisme. Ils sont dans le déni total pour leur petite fille également.
j'avais décidé de prendre rendez-vous avec eux, pour eux, avec la psychologue de ma fille, pour qu'elle leur explique un petit peu les choses, etc. Et tout s'est retourné contre moi. C'est-à-dire que mes parents, dans le déni plus total, se sont mis à m'accuser de maltraitance envers ma fille, en disant si notre petite fille hurle, si elle est en crise, etc., c'est forcément que ça vient de sa mère. Donc je ne vous raconte pas la violence de ces propos et l'effet que ça peut avoir sur une personne. Donc être maman d'autiste et être autiste et maman d'autiste aujourd'hui, c'est compliqué, notamment du fait de la persistance de tous ces concepts psychanalytiques que les gens continuent d'avoir en eux, parce que mes parents ne sont pas professionnels, mais quelque part ces concepts ils les ont intégrés parce qu'ils sont présents partout. La culpabilisation maternelle est présente un petit peu partout. Sinon, être maman autiste, c'est quelque chose qui est pas facile tous les jours, mais c'est quand même un grand bonheur. Toutes les deux, on est très différentes. C'est pas facile quand on est toutes les deux en crise, mais mon mari essaie de gérer souvent comme il le peut. Mais voilà, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on est très différentes toutes les deux. C'est pas parce qu'on est mère et fille, c'est pas parce qu'on est toutes les deux autistes qu'on arrive forcément toujours à mieux se comprendre, mais bon, comme toutes les mamans, on fait ce qu'on peut, comme on peut. On n'est pas parfaite, mais on fait tous les efforts possibles. Et pour en terminer, enfin, concernant l'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le diagnostic, ça a été une sorte de véritable salut. Aujourd'hui, ça m'a permis de retrouver tout un tas de projets, notamment ce projet de thèse, un projet aussi de conseil juridique, notamment pour les familles, pour en finir avec toutes ces bêtises que l'on entend un peu partout. Et puis je terminerai par la citation de Madame Temple-Grandin qui nous dit qu'on est différent, mais on n'est pas inférieur pour autant. Mais sache que je me suis même fait tatouer pour ne pas l'oublier. Donc voilà, j'en ai fini. J'attends que le rétroprojecteur s'allume. Ouais, je crois que c'est en train de s'allumer. Je vais venir devant. J'aime bien me balader un peu et être debout. Ça me calme. J'adore les micro-mobiles, j'ai l'impression d'être Beyoncé, je trouve ça super classe. Mais je vais pas me mettre à changer, je vous rassure. Donc moi je m'appelle Julie, j'ai bientôt 30 ans, j'ai été diagnostiquée tardivement, comme mes petits camarades. J'ai découvert le syndrome d'Asperger par hasard et suite à ça j'ai été pré-diagnostiquée par le docteur Tuffreau. J'avais 27 ans et ensuite j'ai été diagnostiquée par le Centre de ressources autisme de Loire-Atlantique de façon officielle. Donc il y a bientôt 3 ans, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc un diagnostic tardif, je ne vais pas vous faire toute mon histoire personnelle, voilà, elle ressemble de très près à celles qui vous ont été racontées ce soir. Donc moi là j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que c'est le syndrome d'Asperger pour moi, de mon point de vue. Je vous ai fait un PowerPoint parce que j'ai Bac plus 5 en école de commerce, donc j'ai coutume de dire que j'ai Bac plus 5 en PowerPoint. C'est un peu le seul truc que j'ai appris à faire en 5 ans d'études. Donc dès que je peux casser des PowerPoint, j'y vais à fond. Donc je vous ai fait évidemment un petit PowerPoint, je ne vais pas me laisser à côté de ça. Donc voilà, donc ce que je vais vous dire, c'est très subjectif, ça ne s'applique pas à tous les Asperger, et forcément vous n'allez pas nécessairement vous reconnaître là-dedans, ou reconnaître vos proches là-dedans, c'est évidemment très très subjectif. Donc qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps? Donc on l'a déjà dit, je le répète, on ne le répétera jamais assez, avant tout, le syndrome d'Asperger pour moi c'est un diagnostic. Et ce diagnostic, je redis pareil que Magali, ça n'est pas une case qui enferme ou une étiquette, c'est vraiment quelque chose de libérateur. Et moi, ça m'a sauvée, c'est pareil qu'elle. Si je n'avais pas eu ce diagnostic aujourd'hui, clairement, je ne serais plus là. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je passe rapidement là-dessus, parce qu'on a déjà parlé. Le syndrome d'Asperger, qu'est-ce que c'est? C'est une vie en millefeuille. Alors ça, c'est une image que j'aime bien, je trouve qu'elle est assez parlante. Effectivement, les exigences sociales s'intensifient au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Donc pendant ma petite enfance, moi ça a été à peu près, j'ai eu une enfance assez heureuse, j'étais évidemment très timide, décalée, etc. Mais dans l'ensemble, ça allait. Collège-lycée, ça a été le début de la fin. Je
Je me souviens de mon entrée en 6e, avec mes yeux d'enfant encore, je me suis dit, ça y est, mes années heureuses sont derrière moi, quoi. Là, j'entre dans le dur. Là. Et effectivement, au collège, il y a tout un tas de stratégies sociales qui se mettent en place. Les enfants ne sont plus des enfants, pas tout à fait des adultes. Ils ont des codes vestimentaires, des codes de langage, il y a des jeux de séduction qui naissent entre les garçons et les filles, des bandes de copains qui se forment. Et on n'a plus de support à l'interaction. C'est-à-dire que quand on est enfant, dans la cour de récré, il y a toujours un support. On joue à la marelle, ou on joue aux billes, ou on joue à l'élastique, ou que sais-je. Il y a toujours un support entre l'autre et nous-mêmes. Tandis que là, arrivé au collège, on est sans filet, et on est censé simplement se parler, comme ça. Alors, ça, aujourd'hui, je ne sais toujours pas faire. C'est un peu compliqué. Donc, entrer au collège, ça a été une première couche de difficulté. Lycée, une seconde couche. Rentrer dans la vie active, alors là, je vous en parle même pas. J'étais hyper contente pendant mon premier stage. Je me suis dit, enfin, je vais être valorisée pour mes compétences, pour ce que je sais faire. Je me suis donnée à fond, j'ai tout donné. J'étais dans un cabinet de chasseurs de tête à Paris. Et puis, le directeur assez rapidement m'a prise entre quatre yeux pour me dire, Julie, on est très très content de ton travail, tu es très très compétente, mais à un moment donné, il va falloir que tu ailles déjeuner avec tes collègues entre midi et deux, que tu discutes à la machine à café, que tu apprennes à les connaître, parce que là, tu es en train de nous pourrir l'ambiance. Parce que c'était en plus une petite boîte, culture anglo-saxonne, où on tutoie son patron, etc. On est tous plus ou moins proches, famille entre guillemets, donc il m'a dit ça comme ça de façon cash. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Encore une fois, ça me rattrape. Encore une fois, mon manque de sens social me rattrape, et même dans la vie professionnelle, où selon moi, ça n'avait rien à faire, parce qu'à partir du moment où on fait un travail de qualité, ça devrait être secondaire, et si ça me rattrapait, et encore une fois, c'était quelque chose d'important. La vie de couple, ça c'est pas... Je vais pas en parler, parce que je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc la petite expérience que j'ai eue est absolument désastreuse. J'ai vécu 3 ans avec quelqu'un. Je m'en suis toujours pas remise, et je pense que lui non plus. C'était un traumatisme pour nous deux, je pense. Donc ça aussi, c'est très très compliqué. Donc il faut vraiment retenir cette idée que plus on avance en âge, et en fait, plus c'est compliqué, et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir toujours un train de retard par rapport aux autres, et que c'est sans fin, et que je vais jamais réussir à rattraper le retard que j'ai. Me sentir hybride, c'est ça aussi pour moi le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire que je me sens ni homme ni femme. Je le dis parce que c'est le cas pour beaucoup de femmes Asperger, j'ai l'impression. Alors ça n'a rien à voir avec mon orientation sexuelle, c'est vraiment pas le sujet. Juste, je me sens être un individu avant tout. Je n'adhère pas du tout à mon identité de genre. Voilà, je suis une personne. Genre là, dernièrement, je fais des efforts, j'essaye un peu de me mettre des robes et tout ça. Mais je reste à côté de ça plutôt masculine, je pense, dans ma façon d'exprimer, ma façon de me tenir, de me comporter. Donc voilà, je suis un peu un ovni, un peu entre les deux. Pour moi, je suis vraiment un individu avant tout. Paraître égoïste. Alors ça, oui, ça c'est quelque chose qu'on me dit très très souvent dans mon entourage proche. Il y a quelques mois, mon petit-neveu de 7 ans, dont je suis la marraine, s'est fait poser un pacemaker, en fait. Il y a un problème au cœur. Et donc j'ai été le voir à la clinique, etc. Et une fois qu'il est rentré chez lui, donc chez ma sœur, je savais que tout allait bien, il y avait eu un contrôle de fait, enfin voilà. Pour moi c'était bouclé, pour moi c'était derrière nous, quoi. Et donc j'ai pas pris la peine de décrocher mon téléphone pour prendre des nouvelles. À quoi bon? Je savais qu'il allait bien. Et évidemment ma sœur m'est tombée dessus en me disant, mais Julie, tu te rends pas compte, t'es hyper égoïste, mes voisins et mes copines m'appellent plus souvent pour me demander des nouvelles de François que toi qui es ma propre sœur. Mais comment lui dire, mais Sonia, il va bien, je sais qu'il va bien, donc pourquoi je vais t'appeler pour te le demander? Mais vous voyez, ça fait partie aussi de ce sens social, de ces choses implicites qu'il faut faire malgré tout pour montrer à l'autre qu'on tient à lui, qu'on s'inquiète. Mais évidemment que je m'inquiétais, enfin c'est même pas la question, mais comme je ne lui ai pas démontré, forcément tout de suite je semble être égoïste, etc. Donc paraître égoïste, c'est souvent lié à des malentendus, mais il y a aussi certainement un fond de vérité. C'est vrai que je suis très autocentrée, mais pourquoi? Parce que c'est quasiment un mécanisme de survie. Depuis toute petite, je passe mon temps à m'auto-analyser, essayer de me comprendre, essayer de comprendre les autres. Enfin voilà, je suis tout le temps dans ma tête, dans mon cerveau. Donc forcément, oui, j'ai l'air un peu égoïste et parfois je passe à côté de certaines choses. Mais, et je reprends mon souffle, je parle très vite, je l'oublie parce que... mais je pense quand même qu'on a une forme de générosité qui s'exprime à un autre niveau en fait, qui s'exprime à un niveau macro.
Et on le voit très souvent, je trouve que les autistes Asperger sont souvent très sensibles, notamment à la souffrance animale, c'est un sujet qui me tient très à cœur, à tout ce qui est des thématiques de société, les luttes contre les discriminations, etc. Donc on est généreux, mais c'est vraiment à un niveau macro, on est tourné vers le bien commun, on a envie que la société évolue, que la société aille vers un mieux. Donc ça s'exprime peut-être pas dans notre entourage proche, mais par contre ça s'exprime voilà, d'une façon plus générale, si vous voulez. Et ça, du coup, l'entourage, ça n'intéresse pas des masses, parce que tout ce qui n'est pas directement exploitable, voilà, je pense que c'est tout de suite moins intéressant. En tout cas, moi j'estime être quand même généreuse et tournée vers les autres, mais à un autre niveau. Donc le syndrome d'Asperger, c'est un fonctionnement dans les extrêmes. Alors, à tous les niveaux. Au niveau des intérêts, au niveau des émotions, au niveau des compétences. Quand je m'intéresse à quelque chose, j'y vais à fond, il n'y a plus rien qui m'arrête. Ma liste de cadeaux de Noël pour cette année, là, c'est une bibliographie. C'est hyper glamour. Je suis en doctorat là, de psychologie sociale en 2e année. J'adore la psychologie sociale, c'est un domaine qui me passionne. Donc voilà, c'est une liste de 10 bouquins de psychologie sociale. Ça va être ça, mes cadeaux de Noël, je suis trop contente. Donc ça, typiquement, voilà, c'est moi, quoi. Par contre, quand ça m'intéresse pas, alors là, il n'y a rien à faire. Hein. Je suis aussi perméable qu'un mur. J'ai ce qu'on pourrait appeler une ignorance encyclopédique en histoire-géographie, par exemple. Donc j'ai appris récemment où se situe la ville de Tours. Et je pense que dans 2 semaines, j'aurai oublié. Donc voilà. Il y a des trucs, ça rentre pas. Je pense que ça peut être assez déstabilisant pour des enseignants qui se retrouvent face à un élève qui est très très doué dans certains domaines et très très mauvais dans d'autres. Mais c'est vraiment pas parce qu'on est feignant ou parce qu'on fait preuve de mauvaise volonté, c'est parce qu'on fonctionne comme ça, quoi. Au niveau des émotions aussi, alors quand je suis triste, je suis très très triste. Et à ce moment-là, il y a un risque de suicide, et ça on en parle très peu, c'est tabou, mais c'est une vraie réalité. À ce moment-là, il y a un réel danger pour moi, pour ma vie. Et à côté de ça, quand je vais très bien, je vais très très bien. Et ça peut osciller comme ça, de cette manière, c'est un peu les montagnes russes. Donc petit à petit, j'apprends à le gérer, mais c'est vrai que là aussi, je vais tout de suite ressentir les choses de façon 10 fois plus puissante que les personnes non autistes. Et au niveau des compétences, évidemment, c'est la résultante directe de notre fonctionnement dans les extrêmes aussi au niveau de nos intérêts. On développe des compétences dans nos intérêts spécifiques. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, en fait la petite image c'est comment mon cerveau fonctionne. Et il y a un interrupteur, et en haut il y a marqué complètement obsédé, et en dessous il y a marqué complètement inintéressé. Voilà. Alors, oui, des petits camemberts que j'ai mis sur mon blog en fait récemment. Ça n'a absolument rien de scientifique, hein. Vous pouvez vous extasier, mais c'est tout droit sorti de mon imagination. Donc faire face à une méconnaissance accablante, alors tant de la part du grand public, attention je sors mon pointeur laser, voilà, donc j'adore ce gadget, je trouve ça génial. Donc du coup, réaction de la majorité des gens, Asperger, c'est quoi? Comment ça s'écrit? Les autres, mais pourtant t'as pas l'air autiste. Alors moi, il faudra qu'on me dise à quoi ça ressemble une personne autiste. Hein. Parce que plus j'en vois, moi je suis capable de vous dire. Hein. Donc après, ah oui, comme Rayman, hein, on en a déjà parlé, ça je l'entends assez souvent aussi. D'ailleurs, je lui ressemble beaucoup, ça se voit. Alors une autre partie de gens qui vont dire évidemment, mais c'est n'importe quoi, tu te fais des films. Et puis une infime minorité. Ah ok, tout s'explique. Je suis pas encore tombée sur quelqu'un comme ça. Hein. Je pense que celui qui me dit ça, je l'épouse. Hein. Tant de la part du grand public que des professionnels de santé. Et là, c'est un petit peu kiff-kiff. Hein. Pas terrible. Donc c'est pareil, la majorité, pareil. Asperger, c'est quoi? Je ne suis pas tombée sur un seul médecin depuis mon diagnostic qui sache ce que c'était que le syndrome d'Asperger. Donc mon médecin généraliste, c'est moi qui l'ai formé. Hein. Je lui ai donné l'adresse de mon blog, je lui ai dit, vous irez voir. Et vous irez vous informer. Donc, tous les professionnels de santé que j'ai croisés, il n'y en a pas un qui savait ce que c'était que le syndrome d'Asperger. Alors après, oui, il y en a toujours qui disent, non mais ça c'est parce que c'est un phénomène de mode. Ça nous vient des États-Unis, maintenant c'est classe d'être aspi, donc voilà. Les autres, ah oui, ça on me l'a dit aussi. Non mais c'est subjectif quand même, non? Ok. La réflexion de l'année, quoi. Et après, non mais vous êtes juste un peu stressé. Hein, bon, on m'a dit d'aller faire du shopping, mais bon, c'était un peu ça l'idée, quoi. Hein. Et puis après, ah oui, vous êtes psychotique. Voilà, c'est ça, donc t'as tout compris. Hein. Donc ensuite, c'est évidemment la résultante directe de la méconnaissance. C'est quoi cette victime de préjugés? Ça, c'est un peu mon dada, parce que c'est un peu le sujet de ma thèse. Je travaille sur, en fait, la discrimination à l'égard des personnes autistes adultes en France. Et je travaille notamment sur l'analyse des attitudes et des préjugés. Donc là, bon, cette slide, elle est plus fun qu'autre chose, mais évidemment, donc, Headman,
Donc, tous les autistes ont le fantôme de Rayman qui plane comme ça au-dessus de leur tête. Tous. Il n'y en a pas un qui y échappe. L'idée de la bulle, ça c'est une idée qui m'agace. Les autistes sont dans leur bulle, mais je ne suis pas plus dans ma bulle que vous n'êtes dans la vôtre. Quand je vois les gens discuter de leurs vacances au ski, de leur week-end avec leurs enfants, moi je trouve qu'ils sont complètement dans leur bulle et dans leur monde. Donc, vous voyez, c'est juste pour... Je dis ça, je suis un peu provocante, mais c'est juste pour vous dire que c'est complètement subjectif en fait. Et le génie des maths, Magali l'a dit. Donc ça c'est pareil, moi je ne sais pas poser une division. Donc si ça ne tenait qu'à ça, le syndrome d'Asperger, j'aurais jamais été diagnostiquée. Donc non, je ne suis pas douée en maths. Alors le syndrome d'Asperger, c'est quoi? C'est aussi être aveugle. Effectivement, je trouve que c'est une bonne image. Quand le sens social vous fait défaut, que vous n'êtes pas en capacité de percevoir certains signaux, vous devenez une victime potentielle. Et ça, c'est important d'en parler. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait une partie de mes études en Espagne. Et voilà, je vivais dans un appartement, dans un immeuble à Valence. Et j'avais un voisin espagnol qui était marié, qui avait un enfant, un bébé en bas âge. Et je le trouvais très très sympathique avec moi. Mais je me suis dit, bon, c'est normal, il est espagnol, il est chaleureux. Stéréotype. En plus, je dis ça, ma mère est espagnole, donc... Et voilà, je me suis pas inquiétée outre mesure. Il m'a demandé de lui donner des cours de français. Je me suis dit, bah super, ça va me faire un petit peu d'argent de poche. Donc je lui donnais des cours de français. Et puis un beau jour, pour qui pourquoi, je me suis fait plaquer contre le mur, quoi. Donc il m'a sauté dessus, littéralement. Donc bah, je m'en suis dépatouillée comme j'ai pu. Et je me rends compte aujourd'hui, a posteriori, qu'il m'a certainement envoyé des tonnes de signaux pendant des semaines et des semaines et des semaines de séduction que je n'ai pas vu. Parce que moi je vois pas du tout quand on me drague, je me dis juste, ah bah il est très très gentil ce garçon, dis donc. Je suis complètement aveugle. Donc lui il m'a envoyé des signaux, il s'est dit, bah c'est cool, elle me rejette pas, donc c'est qu'elle doit être open. Et pof, il m'a sauté dessus. Donc ça s'est bien terminé parce qu'il n'était pas mal intentionné, mais ça aurait été le cas. Voilà, j'étais dans une situation à risque, clairement. Donc ça peut être un problème. Et il m'est arrivé la même chose à Marseille avec un voisin de 70 ans. Ce qui était honnêtement moins glamour, mais bon. Depuis, ça m'est plus arrivé, je touche du bois. Donc voilà, donc, je vous parle de ça, mais ça peut être n'importe quelle autre chose. Ça peut être aussi se faire abuser par rapport à notre argent, à nos biens matériels, n'importe quoi. Enfin, c'est vrai qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas certains signaux, donc on peut se retrouver dans des situations, vraiment des situations à risque, quoi. Alors, passer inaperçu, ça les autres en ont parlé aussi. Ce n'est pas parce que les difficultés ne se voient pas qu'elles n'existent pas. Donc moi, très souvent, je me retrouve face à des gens qui n'y connaissent rien, mais qui pour autant me dédiagnostiquent. Donc, mais non, c'est pas possible, tu peux pas être autiste. C'est rigolo, je trouve, en fait, de voir comment les gens réagissent quand ce que vous leur donnez à voir ne rentre pas dans leur petite case mentale. Donc du coup, plutôt que de refaire une petite case, ou d'agrandir leur petite case, non, ils rejettent tout en bloc, quoi. C'est rigolo, au final, ça en dit plus sur eux que sur moi, quoi. Donc voilà, les gens ils bug, ils se disent mais non c'est pas possible, tu peux pas être autiste. Et en général je leur dis bah viens vivre à la maison pendant 48 heures, tu vas voir. Tu vas vite te prendre une petite baffe, c'est lourd à vivre au quotidien quand même. Donc voilà, donc c'est parce que les difficultés ne sont pas visibles à première vue qu'elles n'existent pas, évidemment. Moi je suis à l'extrémité invisible du spectre, mais j'en suis pas moins autiste pour autant. Alors ensuite c'est apprendre à gérer son réservoir d'énergie. Ça je suis encore en apprentissage, c'est très très compliqué pour moi d'apprendre ça. Il faut identifier ce qui nous fatigue et ce qui nous ressource et toujours essayer de doser pour vivre et ne pas survivre. Moi je suis quand même assez souvent en mode survie, j'ai du mal à doser. Donc ce qui me fatigue les moins, évidemment les interactions, donc n'importe quel type d'interaction, le bruit, le manque de sommeil, je me transforme en une espèce de monstre hurlant horrible quand je manque de sommeil, les imprévus et le monde extérieur en général, tout ça me fatigue énormément. Et ce qui me ressource, donc la solitude, mes hobbies, le calme, mes animaux, donc j'ai 3 chiens et 2 chats. Mon cocon. Donc en gros, quand je suis seule, chez moi, au calme, avec mes animaux et que je m'adonne à mes passions, alors là c'est le kiff. Alors là, c'est le bonheur. Donc du coup c'est compliqué parce qu'il faut vraiment gérer. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance à planifier mes semaines à l'avance. Je me dis si tel soir je sors, alors après je prévois rien pendant 2 jours pour pouvoir me reposer. Enfin voilà, il faut toujours réussir à doser. Et moi, j'ai toujours le sentiment, quand il me reste ne serait-ce qu'un peu d'énergie, que je peux faire plein de choses. Et donc, je donne trop, et d'un seul coup, à un moment donné, mon corps lâche, parce que je suis trop fatiguée. Alors, attention, super transition. Hop là. Donc, quand mon corps lâche, que je suis trop fatiguée, qu'est-ce que c'est le syndrome d'Asperger? Le syndrome d'Asperger, c'est fusionner avec mon canapé. À ce moment-là, vraiment, c'est physique. C'est-à-dire que je peux avoir des chutes de tension, de la tachycardie, après une gastrique, des nausées. Là, mon corps me dit stop, là, faut que tu te poses, ça va pas du tout.
Donc fusionner avec mon canapé, je pourrais vous faire croire que ça ressemble à ça. En fait, la réalité, c'est que c'est plutôt ça. Donc c'est le mode étoile de mer dans le canapé. C'est pour ça aussi que la vie à deux, je sais pas les prénoms. Il vaut mieux garder un certain mystère, quoi, vous voyez. Donc ça ressemble à ça. Donc là encore, c'est pas très très glamour, mais c'est un besoin vital. Voilà, quand j'ai pas d'autre solution, bah, je me pose dans mon canapé, je me fais un peu lobotomiser par ma télé, et puis après, voilà, 24-48 heures après, ça va mieux et ça repart. Mais j'aimerais un jour réussir à suffisamment bien doser mon énergie pour ne plus en arriver à de tels extrêmes, mais je ne sais pas si c'est possible. Et enfin, être autiste Asperger, c'est vouloir un changement. Donc j'ai remis la même citation que Magali, different not less. Effectivement, j'aimerais qu'on... Alors, l'idée, pour que vous compreniez bien, je pense qu'un chat n'est pas la version déficiente d'un chien. Okay, on est tous d'accord là-dessus. Un chat est un chat, il existe pour lui-même. Donc moi, je ne suis pas la version déficiente d'une personne neurotypique. Je suis simplement une personne autiste. Okay, donc ça, j'aimerais qu'on arrive à se dire, effectivement, que la personne autiste, elle existe pour elle-même, qu'elle est autiste, qu'elle a ses particularités, que ça n'est pas une maladie, qu'il faudrait guérir à tout prix. Et j'ai aussi beaucoup de mal avec ce slogan « vaincre l'autisme ». Enfin, en tout cas, s'ils viennent, moi je suis prête à me battre, il n'y a pas de souci, je vais donner de ma personne, s'ils veulent me vaincre, je suis prête, je les attends. Mais donc voilà, donc du coup, j'ai mes spécificités, j'ai mes difficultés, j'ai aussi mes forces. Personne ne va me guérir. L'autisme est une condition, c'est une particularité, comme on peut être gaucher. Et dire ça, ça n'est pas renier toutes les difficultés que l'on peut avoir quand on est une personne autiste. Je pense qu'il faut sortir de cette vision dichotomique, soit c'est une condition, soit il y a une vision médicale où il faut soigner. Non, on peut très bien se dire c'est une condition, c'est une particularité à laquelle sont associées certaines difficultés, et effectivement qu'il faut tout faire pour que les personnes autistes accèdent à un certain niveau d'autonomie et soient inclus dans notre société. Enfin, ça c'est évident. Donc je trouve que les deux ne sont pas antinomiques. Donc voilà, donc l'idée c'est de vouloir un changement, l'idée c'est de se battre pour qu'on puisse reconnaître le syndrome d'Asperger comme une différence, comme une richesse. Enfin, voilà. Moi, en écoutant mes petits camarades, c'est vraiment ce que je me dis. Et puis, je pense qu'on est tous responsables. Je suis militante au jour le jour, et vous êtes responsables aussi. Je reprends mon souffle. En plus, la fin, c'est important, il faut gérer à la fin et tout. Donc, vous êtes responsables aussi, et en parlant ne serait-ce que de personnes autour de vous, déjà, vous ferez une différence, quoi. Donc voilà, je vous mets vite fait l'adresse de mon blog. Pour ceux que ça intéresse, c'est pareil, on a tous un blog, Sandrine, on n'en a pas parlé aussi. Mais elle a un blog, comment il s'appelle ton blog, Sandrine? Chronique extraterrienne, c'est ça. Le blog de Sandrine s'appelle Chronique extraterrienne. Le blog de Magali s'appelle Wonder Aspie Woman. Et mon blog, c'est Et moi, donc je poste des vidéos, des graphiques, etc., des trucs un peu rigolos, pédagogiques. Donc voilà, si vous voulez le noter. On va passer du coup aux questions. Quand est-ce qu'on parle de la pérémulation? Tu veux en parler maintenant? Je passe la slide, tac. Et Raven va vous parler de la pérémulation. Donc, normalement, je sais pas, apparemment, vous avez distribué des papiers pour écrire des questions, donc vous pouvez faire ça maintenant, si vous voulez. Et juste en attendant, donc, on voulait vous parler de quelque chose qu'on a mis en place sur Nantes, donc c'est un groupe de pérémulation. Donc la pérémulation, c'est quoi? Ça se présente sous forme de rendez-vous, on fait des permanences, et en fait, c'est un temps d'échange, de soutien, de partage d'expériences et de conseils par et pour les personnes concernées. Donc pour l'instant, nous, on s'adresse qu'aux personnes qui sont déjà diagnostiquées parce qu'on n'est pas en capacité de recevoir des personnes qui sont en attente de diagnostic. Mais ça s'adresse, du coup, c'est pas du tout un travail psy, c'est pas du tout un travail social, c'est pas non plus un échange juste, c'est pas un café Asperger en fait, c'est pas un échange, je viens rencontrer quelqu'un, voilà. C'est vraiment, je suis Aspi, j'ai un projet d'autonomisation, j'ai envie de faire quelque chose où je rencontre des difficultés et j'ai envie d'en parler, mais j'ai pas envie d'aller voir un psy et d'entendre, va faire du shopping ou d'entendre, voilà. J'ai envie d'en parler avec quelqu'un, par exemple, qui est déjà en train de faire des études, qui a un doctorat, ou qui est en couple depuis 4 ans, ou qui a des enfants, qui habite dans un logement seul ou indépendant, voilà. Donc c'est vraiment dans ce but-là. Et voilà, on échange sur des situations, on n'a pas du tout de jugement parce que voilà, on est concerné aussi. Et voilà, c'est vraiment dans un but, oui, de valoriser les capacités de la personne qui vient nous voir pour accomplir son projet d'autonomie, en fait. Et il y a aussi en parallèle, il y a aussi une permanence d'accueil proche pour les parents, frères, sœurs, collègues, amis
qui veulent venir discuter justement de comment eux est-ce qu'ils ressentent l'autisme de la personne et quelles pistes il y a pour aider la personne, et voilà. Donc vous avez les adresses ici, et on a aussi des brochures si vous voulez venir les chercher tout à l'heure. Voilà. On s'est réparti un petit peu voilà, selon nos capacités, enfin, si on se sent plus ou moins de répondre à certaines questions ou si les questions sont plus ciblées sur nous. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur est-ce que l'autisme est génétique. Alors je rappelle, on n'est pas ici, on n'est pas des scientifiques, donc voilà, ma réponse n'est pas celle des scientifiques. Je dirais juste que j'ai suivi la semaine dernière une conférence à Nantes qui était organisée par la FEGAPI, dans laquelle intervenait un généticien du CHU d'Angers, donc qui a expliqué un petit peu les choses. Donc, je vais essayer de relater très vite fait ses propos, mais voilà, je ne suis pas généticienne moi-même, donc vous m'excuserez si ce n'est pas très clair. A priori, oui, l'autisme a une part génétique. Donc pour lui, il y a une part génétique, une part environnementale. Alors attention, la part environnementale, encore une fois, on n'entend pas, c'est la faute de maman. Mais de l'environnement au sens large, du milieu, entre guillemets. Sinon, en ce qui concerne l'aspect génétique, pour le moment, on n'a pas trouvé un gène qui soit impliqué dans l'autisme. Apparemment, c'est un ensemble de mutations génétiques. Donc c'est pour ça que c'est si compliqué à voir et qu'on ne peut pas, contrairement notamment à ce qu'ont pu dire certaines sociétés américaines, sortir un test génétique de l'autisme. Donc oui, le syndrome d'Asperger, l'autisme, a une part génétique. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, je vous dis, c'est des propos que j'ai entendus d'un généticien. J'avais une question aussi sur syndrome Asperger et X fragile. Là, je ne saurais pas trop y répondre, voir la différence entre les deux. C'est juste que sur le X fragile, donc là, vous avez un gène qui est identifié. Le généticien nous montrait la semaine dernière des photos où on voyait très clairement un gène esquinté, en fait. Et apparemment, dans le syndrome du X fragile, il y a d'autres symptômes qui se surajoutent à ceux de l'autisme. Mais voilà, après, encore une fois, j'en parle vraiment en tant que non spécialiste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les stratégies dans les moments d'hyperacousie pour décompresser. Alors moi j'ai un truc qui est le casque anti-bruit. Alors c'est pas top, on ressemble à rien avec ça. Moi la dernière fois que ma fille m'a vu avec ça, elle s'est moquée de moi. Maman, pourquoi t'as un casque sur les oreilles? Donc on a l'air complètement ridicule, mais ça fait du bien. Donc ça peut être ça peut être casque et bouquet si vraiment vous n'êtes pas bien du tout. Ça peut être m'isoler. Par exemple, je sais que j'ai une amie qui habite dans une maison qui est dans un quartier assez tranquille, donc si je vais vraiment pas bien, éventuellement je lui demande d'aller passer une nuit chez elle parce que je sais que comme ça je risque pas d'être embêtée. Donc c'est des petites techniques, puis des fois on se laisse submerger parce qu'on ne peut pas échapper au bruit, on ne peut pas toujours. Moi par exemple, j'ai pas le permis, je prends les transports en commun, voilà, quelquefois je peux pas échapper au bruit, donc j'essaie de prendre sur moi, et puis quand je rentre chez moi je suis pas bien, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que le casque anti-bruit est une méthode qui est pas mal utilisée et qui, ma foi, est assez efficace. Oui, il y a des questions, je suis désolée, c'est pas forcément toujours très facile d'y répondre. Comment répondre à quelqu'un qui nous insulte par rapport à notre différence? Je pense que c'est lui démontrer que le monde est construit sur l'altérité. De toute façon, il n'y a pas une personne qui est semblable à l'autre. Alors après, il y a des différences qui sont plus ou moins acceptées. Mais voilà. Après, je ne pense pas que le monde soit uniforme. Il suffit de citer notamment des différences culturelles. Moi, c'est ce que je cite souvent, notamment pour expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas l'autisme. Je lui dis, imagine-toi dans une société inconnue, avec une culture inconnue, une langue inconnue, et puis imagine ce que ça pourrait te faire. Après, quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est que malheureusement, il n'a pas forcément une intelligence très élevée, et c'est pas toujours facile de le convaincre de l'importance de la différence. Là, une question qui, je pense, m'intéresse plus spécifiquement. Qu'êtes-vous en train de découvrir à propos de la relation droit et autisme? Ce que je découvre, c'est qu'il y a sacrément du boulot. Ce que je découvre, c'est pas moi qui le découvre, je fais que le confirmer, c'est que la France a
beaucoup de décennies de retard en matière d'autisme, qu'on est dans une situation scandaleuse, on a des autorités qui le dénoncent, on a des rapports du Comité consultatif national d'éthique, des rapports parlementaires qui appellent la situation un scandale, qui la qualifie dramatique. C'est pas pour ça qu'on fait grand chose pour autant, hein. C'est des petites mesurettes, mais il y a énormément de travail déjà pour changer la conception de l'autisme, pour ensuite ne pas avoir peur de rappeler à certaines personnes que la conception sur laquelle on se fonde aujourd'hui est obsolète. Ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a tout un lobby qui essaie de résister. Voilà, donc moi, à ma petite mesure, je vais essayer peut-être de contribuer à dénoncer les choses et puis à montrer ce qu'on pourrait faire, mais voilà, c'est dans ma toute petite et modeste mesure, donc j'espère pouvoir y parvenir. Une question aussi qui m'était adressée, donc est-ce que l'autisme peut parfois, notamment dans mon cas, prendre un aspect de malédiction? Alors c'est assez rigolo parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai souvent dit. Quand j'allais pas bien, je me dis mais c'est pas possible, je suis maudite. Donc ça peut être une malédiction, oui, au sens où, comme on l'a dit, au quotidien, c'est quand même très compliqué à gérer. Après, c'est aussi une bénédiction de savoir ce que c'est, et puis du coup de pouvoir réorienter sa vie en conséquence et apprendre à se respecter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Toujours en ce qui me concerne, donc on me demande si après le diagnostic j'ai plus confiance. Bien sûr, j'ai à nouveau une confiance en moi qui s'est restaurée. Alors je dis pas que maintenant je suis quelqu'un de complètement confiant en soi, mais c'est petit à petit en train de se reconstruire. Et avec l'aide de mon mari, bien entendu, qui est quand même assez précieuse. Enfin, dernière question, alors c'est assez compliqué d'y répondre, notamment parce que je ne suis pas psychiatre et je suis encore moins psychanalyste. Est-ce que le syndrome d'Asperger peut rendre psychotique s'il est mal soigné? Alors déjà, le terme de soigner, personnellement, me choque un petit peu, puisque, comme je le rappelle, pour moi, on n'est pas dans le cadre d'une maladie, donc on n'est pas dans le cadre du soin ou de la thérapeutique, mais plutôt dans un cadre éducatif et comportemental. C'est du moins ce qu'on nous recommande, notamment au niveau de la Haute Autorité de Santé, même si certaines personnes refusent de l'accepter aujourd'hui. Peut rendre psychotique, je ne sais pas, j'aime pas ce terme-là. En tout cas, ça peut éventuellement déboucher sur certains troubles annexes, si jamais le syndrome d'Asperger n'est pas connu ou pas pris en charge. C'est vrai qu'après, on peut tomber aussi, comme on l'a vu, dans la dépression, dans l'anxiété, etc. Mais ce n'est pas propre au syndrome. C'est des choses qui peuvent se surajouter. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais voilà comment je l'ai envisagé. Bon, sur ce, je passe la parole à... Il y avait une question pour vous, parce que c'est moi qui... Oui. Mais comme j'ai oublié votre nom, je suis très mauvais pour les prénoms, je n'ai pas mis votre prénom, mais c'était clair que c'était pour vous, c'est qu'êtes-vous en train de découvrir dans votre thèse sur la relation droit-autisme? Parce que c'est pas évident. De quoi faire une thèse sur la relation droit-autisme? Alors moi, l'angle sous lequel je le prends, c'est le sous-titre de ma thèse, c'est réflexion sur la normalité. Donc c'est surtout voir qu'est-ce qui constitue la norme aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue la normalité, et à partir de ça, comment on envisage la différence. Moi, c'est plus sur cet aspect-là, et du coup, comment on envisage le handicap, est-ce qu'on doit intégrer, est-ce qu'on doit inclure, et du coup, quelle politique publique on met en place face à ça. C'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment-là. Dans ce que j'ai découvert, je pense que je ne suis pas aussi, pas encore assez loin aussi dans mon travail de thèse pour vraiment tirer des conclusions. Je suis encore pas mal dans l'appropriation aussi de ce qui s'est fait dans le constat. Je ne suis pas encore moi-même dans l'élaboration d'une véritable théorie. Si vous permettez, oui. Est-ce qu'en amont, ça c'est pas médiateur, j'y pense de temps en temps, est-ce qu'en amont, on ne peut pas, quand vous réfléchirez à toute cette relation entre l'autisme et le droit, et d'ailleurs l'alimental, en tout cas quand on le droit, est-ce qu'en amont, il n'y a pas, ce qu'on peut explorer, c'est la relation entre le droit et la rationalité. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer aussi, mais comme je vous dis... est absolument, mais pas pour un sou, absolument pas rationnel. Oui. C'est ça
Alors ça fait partie des pistes que je suis en train d'explorer en ce moment. C'est pour ça que je vous dis, je suis encore en construction. Voilà. J'ai pas encore ma problématique, mais ça fait partie des choses auxquelles je m'intéresse. Oui. Et que je compte, parce que je suis pas dans le droit pur, mais aussi dans la théorie du droit, la philosophie du droit, la sociologie du droit. Donc c'est quelque chose que je vais mettre en place. Ça m'intéresse. Ouais, oui. Moi je viens de l'anarchie, mais l'anarchie, si vous voulez, c'est la rationalité pure. Ouais. Et avec la prémisse du bien commun. Et on se rend compte très vite que la société est tout sauf rationnelle. Oui. Je termine parce que sinon... Mais n'hésitez pas, Julie, à parler de mon blog si éventuellement voilà, vous êtes intéressé sur le fait qu'on discute là-dessus. N'hésitez pas à me contacter via ce biais. Quand j'en serai un petit peu plus loin, je serai ravie au contraire d'échanger sur la question. Ouais, on va enchaîner parce que du coup on n'a plus que 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Donc Raven, tu prends le... Donc moi là j'ai pris les questions très administratives parce que j'aime bien ça. Donc est-ce que la RQTH se demande à la MDPH, ça fait beaucoup de cycles mais le milieu est très plein de cycles. Donc oui, la RQTH se demande auprès de la MDPH, normalement ils ont un site, en tout cas dans les Pays de la Loire ils ont un site avec le dossier à imprimer, à remplir, tout est bien expliqué. Vous pouvez aussi aller à la MDPH demander... Il y a des gens qui peuvent vous expliquer comment le remplir. Et on me demande aussi comment se fait l'évaluation pour prétendre à ce petit papier. Alors, le dossier est envoyé à la MDPH. Il y a des gens qui se réunissent, qui disent ça correspond à ce qu'on dit ou pas, et enfin à ce qu'on donne ou pas, et ils vous envoient un courrier pour vous dire oui ou non. En général, alors après ça peut peut-être paraître scandaleux ce que je dis, mais en général, quand il n'y a pas d'argent qui est mis en cause dans les demandes, il y a beaucoup plus de facilité à obtenir des choses que quand on demande de l'argent ou une aide pour quelque chose de particulier. Donc voilà. Où peut-on faire un diagnostic sur Rennes? Alors Sandrine me dit que le CRAD, enfin le Centre Ressources Autisme, d'accord, donc l'espace autisme à Rennes c'est jusqu'à 16 ans. Mais le centre ressources autisme Bretagne, il est à Brest. Donc apparemment, du coup, pour les adultes, c'est à Brest. Et en combien de temps et comment ça se passe? Ça dépend vraiment des centres ressources autisme. Donc je peux vraiment pas répondre à cette question. On va parler d'un délai de 5 mois minimum pour être on peut dire un an, sans problème. Juste parce que j'ai lu un article là-dessus il y a quelques temps. Selon les régions, ça varie entre 6 mois et 3 ans. Je sais que sur Nantes, puisque moi je suis de Nantes, c'est 2 ans. Notre fille s'est fait diagnostiquer à Paris. J'ai une question sur les stimuli aussi. Parmi les stimuli qui fatiguent, le bruit est l'élément que vous nommez tous. Qu'en est-il du toucher? Je pense que ça c'est pareil, c'est différent chez tout le monde, mais moi personnellement j'ai des moments où juste tu me touches pas, quoi. Voilà, quelqu'un qui me frôle dans le couloir, ça peut me ruiner la journée. C'est vraiment voilà. Par contre il y a des moments où j'ai pas de problème, pas de problème particulier, mais il y a des moments où vraiment quand je suis fatigué, quand tout est vraiment trop et que j'ai juste envie d'être tout seul, qu'on me foute la paix, si on me touche, mais même le chat qui me frôle des fois c'est juste trop, quoi. Voilà. Mais après, chacun change. Peut-on changer d'intérêt? Je pense que c'est les intérêts spécifiques. Il y a des gens qui vont avoir le même intérêt toute leur vie. Il y a des gens qui vont commencer un intérêt spécifique qui va rester, mais pas vraiment au niveau de faire que ça. Quand ils sont jeunes, ils vont, être l'égyptienne et puis ils vont continuer un peu, mais pas vraiment à un point. Et il y a des gens qui vont changer tous les 6 mois. Quoi. Il va falloir... qui sachent tout sur un sujet en 6 mois et puis un mois plus tard plus rien à faire de ce sujet-là, j'ai trouvé un autre truc qui m'intéresse et c'est pareil, il faut que j'achète tout, que je sache tout sur ce sujet, que je sois incollable et puis après voilà. J'ai comment détendre les relations avec les frères et sœurs, ça je pense que ça passe par la communication, il faut dans tous les cercles sociaux, il faut accepter qu'il y a des différences et que s'il envoie chier à un moment, pardon mon vocabulaire, c'est parce qu'il est fatigué et que il réagit pas comme tout le monde et donc c'est pas forcément facile dans les relations quelles qu'elles soient, que ce soit en famille ou pas, sauf que la famille n'a pas trop le choix en général. Et les Asperger, aussi différents soient-ils, s'entendent-ils mieux entre eux? Ça me fait un peu rire comme question parce que c'est un peu le principe de est-ce que les gays sortent tous ensemble parce que forcément mais donc par exemple on s'entend assez bien, mais
c'est vrai que moi je trouve qu'il y a plus de facilité de parler avec des gens qui sont aspi parce qu'ils savent, si on leur dit aujourd'hui je viens pas au rendez-vous, même si c'est 5 minutes avant, aujourd'hui je viens pas au rendez-vous parce que je suis vraiment trop crevé, je peux pas, c'est juste je peux pas, je vais pas, voilà. Et ben c'est pas grave parce qu'ils sont capables de comprendre pourquoi on vient pas. Si on les regarde pas dans les yeux comme ça pendant toute notre discussion, c'est pas grave non plus parce qu'ils comprennent. Après, il y a des personnes Asperger qui ont des opinions très tranchées qui sont pas forcément ouverts au débat, et du coup ça peut être très compliqué d'avoir des discussions avec eux. Il y a des gens qui parlent toujours de la même chose, donc des fois c'est intéressant, mais des fois on a juste envie de parler d'autre chose. Mais voilà, tous les Asperger sont différents, donc c'est peut-être plus facile de communiquer à certains moments ou de travailler en groupe, voilà. Mais voilà, on ne s'entend pas tous forcément entre nous, comme vous entendez pas tous forcément entre vous. Voilà. Je ne sais pas s'il faut qu'on arrête, du coup, c'est là. 5 minutes. Bon, je me dépêche avec mes questions. À votre avis, pourquoi dit-on qu'il y a une majorité de garçons aspi, alors qu'aujourd'hui et souvent, ce sont les filles qui en parlent? Alors, effectivement, initialement, le ratio, c'était une fille pour 8 garçons. Je change toujours les personnes. Une fille pour 8 garçons. Et là, on est en train de revoir un petit peu les choses. Il y a certains, notamment cliniciens, qui parlent plutôt d'un ratio de une fille pour 4 garçons, voire une fille pour 2 garçons. En fait, il semblerait que les petites filles, dès l'enfance, camouflent mieux leurs difficultés en adoptant ce qu'on appelle la stratégie du caméléon. Donc en observant leur père et en imitant leur comportement, elles arrivent plus facilement à se fondre dans la masse, elles intériorisent beaucoup plus leurs difficultés. Donc les petits garçons vont être plus dans l'extériorisation, dans les colères, dans les crises, etc. Et les petites filles un peu moins. Mais bon, je vous dis ça, on ne faut pas faire de généralité, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc comme elles camouflent mieux leurs difficultés, elles passent plus facilement inaperçues, elles passent bien souvent à côté de leur diagnostic. Donc voilà, mais ceci étant, il semblerait qu'elles aient peut-être un peu plus de facilité, ou en tout cas plus l'envie d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a plus de filles qui s'expriment sur le sujet, plus de blogs de filles, etc. etc. Quelles sont vos passions? Quelle place prennent-elles dans votre vie? Moi, c'est les sciences humaines, notamment la psychologie sociale et les animaux principalement, mais après, ça va, ça vient. Est-ce qu'il est plus facile pour un aspi de se faire un ami aspi qu'un ami parmi les neurotypiques? Donc Raven y a répondu. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Oui, alors moi je vais essayer d'aller vite. J'ai une question, quelle différence entre autisme et HQI? Là c'est très très difficile comme question parce qu'il y a des tas de personnes autistes qui ne sont pas spécialement HQI et il y a des tas de personnes HQI qui ne sont pas du tout autistes. Par contre, c'est vraiment dans les gens que j'ai connus depuis que je m'intéresse au sujet, parce que comme mes camarades, je me suis passionnée pour la neuroscience, j'ai énormément de gens qui sont les deux. Alors c'est peut-être un hasard, le biais des rencontres, le biais des associations, etc. Mais je connais beaucoup de gens qui cumulent les deux. C'est vrai que ce sont deux choses normalement différentes. Voilà. Donc, les différences, c'est que les personnes autistes ont des problèmes sensoriels, des problèmes de perception, enfin une perception différente qu'on ne retrouve pas nécessairement chez quelqu'un qui est HQI et qui n'a pas de... quelqu'un qui a HQI qui n'a pas forcément de problème de perception aussi poussé. On retrouve les difficultés sociales chez certains HQI, mais pas au point des autistes. C'est ce qui fait un peu la différence. Sinon, diagnostic sur Rennes, je crois que Raven a répondu. Moi, j'ai fait mon bilan à Brest, mais mon fils va le faire bientôt à Rennes, début d'année, si tout va bien. Mais à Brest, voilà, il y a 5 mois de délai, 4 mois avant le premier rendez-vous, donc ça se fait assez vite pour les adultes. Et là, j'ai une question. J'ai un enfant de 8 ans diagnostiqué il y a 2 mois. Pensez-vous qu'il faille lui annoncer ce diagnostic? Sa pédopsychiatre pense que ce n'est pas nécessaire. Alors là, moi, j'aurais tendance à dire... plus l'enfant sait et mieux il se porte. Donc si on m'avait dit quand j'étais petite, les choses auraient été transformées pour moi, quoi. Donc il existe des livres très bien faits, un livre de Claire Grand qui s'appelle « Toi qu'on dit autiste », d'ailleurs écrit pour les enfants précoces aussi, toi qu'on dit précoce, ou toi qu'on dit surdoué, et toi qu'on dit autiste, et c'est sur le syndrome d'Asperger. Et c'est le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants à partir de 8-9 ans, et il est très bien fait. Donc en plus c'est pour l'enfant, vraiment, si j'ai un conseil à donner, mettez-lui... dans les mains, quand il aura 10 ans, qu'il voudra se renseigner sur ça. Et puis, je pense qu'il faut juste lui dire qu'il a un mode de perception différente, puis qu'il essaie d'en tirer profit, d'en faire quelque chose de positif, et puis d'avancer avec ça. Mais je crois que c'est bien, parce que moi, à mon avis, ma vie n'aurait pas été ce qu'elle était si j'avais eu ce type de réponse à l'époque. Voilà.